La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Bienvenue les amis, bienvenue à tous, bienvenue sur le parquet de la radio. Vous êtes avec Oncle Phil Basket. Vous avez bien entendu reconnu ma voix pour ceux qui suivent nos talk shows depuis un bon moment maintenant. Et comme vous le savez, nous sommes en fin de semaine, nous sommes dimanche et c'est l'heure de Total Africa NBA, Total Africa NBA talk show dans lequel on fait le point sur l'actualité des Africains, ces joueurs d'origine africaine qui font la fierté du continent en NBA. Et on n'oubliera pas aussi le petit clin d'œil à la reprise pour ce qui est de notre avis global sur la reprise avec les équipes qui ont joué depuis la reprise officielle le 31 juillet. On va faire un petit clin d'œil. Voilà un peu globalement comment on va s'amuser, on va dire ça comme ça, dans le talk show Total Africa NBA. Pour ce dimanche. Vous le savez, je ne présente pas les talk shows de cette émission, je ne présente pas ce talk show tout seul, je suis généralement accompagné de nos partenaires, nos fidèles auditeurs, nos fidèles collaborateurs. Et je vous l'avais annoncé déjà en début de semaine, puisque en parlant de partenaires, nous avons donc un nouveau partenaire avec nous. Nous avons un nouveau partenaire. Voilà, je l'avais présenté. Voilà, il va se présenter lui aussi. Hein, mais j'en avais parlé. Il s'agit de Mike Laviole depuis le Canada qui est avec nous. Bonsoir Mike, comment vas-tu? Bonsoir Oncle Phil, ça va très bien et toi? Ça va très très bien, on est très heureux de te savoir connecté avec nous, Mike, du côté de Toronto. Alors, j'avais déjà un petit peu parlé de toi en semaine pendant mes talk shows, mais je vais te laisser te présenter pour les auditeurs, ce sera plus clair et ce sera plus précis. Avant cela, on va accueillir d'abord Missy du côté de Paris qui est avec nous. Missy, comment vas-tu en talk show? Oui, ça va. Ça va, la forme, tu te sens un petit peu comme tes Celtics, ça va, ils se sentent bien les Celtics aujourd'hui. Non, mais ils sont un peu en train de jouer avec le feu, mais bon, ils sont encore devant. On dit toujours quand vous avez 3 points d'avance, il faut continuer de scorer. Ouais. Pendant ce temps-là, le gros problème pour les Celtics actuellement, c'est que les Blazers, ils auront trouvé la mire. Ouais. C'est très maladroit dans ce début de match et ils veulent rien laisser passer, d'autant plus que pour eux, les matchs vont être très très importants pour la qualification. Ils veulent voir les playoffs. On n'oublie pas que pendant que nous faisons ce talk show, nous suivons le fil rouge aussi des matchs qui se jouent du côté d'Orlando. Les Blazers, vous l'avez compris avec Missy, les Blazers qui affrontent les Celtics de Boston. Nous sommes dans le 4e quart-temps en ce moment et le match est très serré. 1 point d'écart entre les deux équipes. 95 pour les Blazers, 96 pour les Celtics de Boston. Et nous avons aussi les Spurs qui affrontent les Grizzlies en ce moment même. Nous sommes dans le 3e quart-temps. Les Spurs qui ont 64 points contre 54 pour les Grizzlies de Memphis. On aura aussi les Wizards qui affronteront les Nets, les Kings face aux Magic, les Bucks face aux Rockets et les Mavericks face aux Suns de Phoenix. Voilà un peu pour le fil rouge des matchs qui se jouent en ce moment. Missy, tu voulais réagir? Juste une petite pensée avant de démarrer cette émission. Vas-y. Une petite pensée pour Stéphane Tato qui nous a quittés. Ouais. Stéphane Tato, pour faire court, c'est un ancien grand lion indomptable. C'est avec ces joueurs-là que le Cameroun a commencé à connaître des victoires à la CAN dans le football. Ils ont été champions d'Afrique. Il a participé aux grandes épopées du sport camerounais, voilà. C'est des gens qui nous ont inspirés quand nous étions petits. La victoire vient et ça sert toujours de modèle aux jeunes. On se dit quand les années gagnent, avant les Eto'o, donc il y avait les Stéphane Tato, il est mort à 57 ans, c'est jeune encore, mais bon, comme on dit, un lion ne meurt jamais, il dort. Voilà, merci pour cette belle pensée pour ce lieu indomptable du football du côté du Cameroun, Missy. On rappelle que le doc ONP
Simon Ama, le doc ONP, va nous rejoindre tout à l'heure depuis Angers. On pense qu'il est... Je sais pas s'il est rentré, mais la dernière fois qu'on l'a eu, il était encore à Bruxelles. Il nous précisera ça tout à l'heure. Donc, allez, on va faire la passe à 3 points à l'intérieur, Mike. On va faire la passe à mi-distance à Mike Laviole qui va se présenter sur le parquet de la Radio Off. Une fois de plus, bienvenue sur Total Africa NBA. Tu peux te présenter auprès des auditeurs. D'abord, merci pour l'invitation et pour ce partenariat qu'on a mis en place. J'espère que ça va vraiment bien fonctionner. On part sur de bonnes bases. Alors moi, pour faire bref, je suis journaliste sportif à Toronto pour un journal francophone qui s'appelle l'Express de Toronto. J'ai démarré depuis 2 ans. En fait, je suis arrivé la saison dernière et les Raptors ont été champions. Peut-être qu'il y a une cause à effet, qui sait. Pour ce journal francophone. Et à côté de ça, je travaille plus largement avec les pages de fans francophones des Raptors, c'est-à-dire Raptors FR et Raptors Belgique. Dans le but d'animer un peu la communauté autour des fans des Raptors en fait. Donc c'est vraiment une très belle opportunité de se joindre à vous puisque vous avez une grande porte ouverte sur l'Afrique et on a la chance également au Toronto Raptors d'avoir Pascal Siakam et Serge Ibaka qui sont, on va dire, 2 des 3 grands représentants de l'Afrique en NBA parmi les meilleurs joueurs. Donc c'est vraiment quelque chose de spécial de pouvoir partager avec vous et de démarrer ce nouveau partenariat. Voilà, merci Mike. Vas-y Missy, qu'est-ce que tu as envie de dire? Comment tu réagis? Vas-y. Il y a aussi Ougeri Massa, l'artisan un peu de toute cette réussite. C'est un diplomate nigérian qui a lui aussi d'énormes rapports avec l'Afrique, avec sa fondation Giant of Africa et tout ce travail qu'il fait. C'était lui de base le responsable de Basket Visa on Border. Voilà, merci Missy pour ce rappel. Donc voilà, vous l'aurez compris, Mike Laviole qui rejoint donc la team Radio Off Basket en représentant de son expertise, on va dire ça comme ça, mais aussi de son média Dino Talks. Dino Talks pour lequel j'ai eu le plaisir d'y participer il y a encore quelques jours, on va dire ça comme ça. Dino Talks que vous retrouverez aussi, vous retrouverez les talk shows Dino Talks sur le réseau Radio Off Basket. On a déjà commencé à les diffuser depuis hier. On a eu quelques petits soucis avec la diffusion au niveau technique, mais on a rétabli ces choses-là. On a tout diffusé. On a commencé à diffuser des talk shows et on n'oublie pas de préciser que Mike a cela de particulier qu'il est donc aux côtés de ces joueurs. Il a l'occasion véritablement de pouvoir les approcher, les interviewer. Donc c'est véritablement un plaisir pour nous de l'avoir. Ça permet aussi de partager, de porter aussi cette parole des fans francophones, d'abord africains, ensuite auprès de ces personnalités du côté de Toronto. Missy, comment tu veux réagir? Qu'est-ce que tu veux dire? Non, c'est les Portland est passé. Oh là là, Missy qui est en souffrance là. Alors n'oublie pas, je l'ai pas précisé à Mike, mais Missy qui représente les Celtics sur le parquet. C'est une fervente supportrice. Depuis des années, ça ne date pas d'hier malheureusement. Voilà, donc je souhaite vraiment à toute personne d'avoir la chance de voir son équipe avec un titre comme moi ça a été fait en 2008. Voilà. Voilà. Donc Mike qui voilà, Missy, Mike, tu le sais, Missy qui porte étendard des Celtics sur le parquet de la Radio Off. C'est un plaisir. Alors moi de mon côté, comme tu le sais, j'avais déjà précisé, j'ai pas une équipe en particulier. Moi je tire sur tout ce qui bouge. J'apprécie tout et je tire sur tout ce qui bouge. C'est un peu mon rôle. Et Simon aussi, il est un petit peu comme moi. Il a pas trop de particularité, mais de toute façon quand il va être sur le parquet, il va mieux se présenter et tu en sauras un peu plus par rapport à ses préférences.
Alors nous sommes dans Total Africa NBA, je l'ai dit. On fait le point d'abord sur la semaine, en tout cas la reprise avec les joueurs africains en NBA. Ensuite, dans la deuxième partie de ce talk show, on fera le point aussi sur nos analyses concernant, enfin notre ressenti par rapport au premier match depuis vendredi. Quel est notre ressenti par rapport à ces premiers matchs du côté de la conférence Est, du côté de la conférence Ouest? Comment est-ce qu'on ressent un petit peu les choses? Est-ce qu'on a des craintes, des inquiétudes, des certitudes? Voilà un peu comment on va s'exprimer dans la deuxième et dernière partie de ce talk show. Vous êtes prêts? On est parti? C'est parti. Oui. Allez les amis, on démarre avec ce talk show. Donc on commence donc par la semaine africaine. La semaine africaine en NBA, ça démarre donc le 31 juillet avec alors le 31 juillet, on va commencer par la rencontre qui a opposé les Celtics de Boston aux Bucks de Milwaukee avec le retour de notre favori. Hein, j'aimerais bien savoir qui sera assez courageux pour mettre quelqu'un devant Giannis Antetokounmpo pour le titre de favori en tant que MVP. Peut-être que Mike a un candidat, il va nous le dire. Mais Giannis est de retour avec les Celtics, enfin avec les Bucks, excusez-moi, et il a donc été dominant face aux Celtics de Boston, 36 points, 15 rebonds, 7 passes face à Gordon Hayward qui était le meilleur joueur des Celtics, 17 points, 9 rebonds, 6 passes décisives. Giannis Antetokounmpo sur les mêmes bases sur lesquelles on l'a vu pendant les scrimmages, hein, puisque pour lui les scrimmages ça veut rien dire, hein. Scrimmage ou pas scrimmage, il y va à fond et il a encore démontré pour ce premier match officiel le 31 sur cette belle victoire sur les Celtics de Boston. Missy, un petit commentaire sur Giannis et les Bucks, toujours c'est du lourd, hein, Giannis, c'est un joueur dominant. C'est vrai que c'est pas tant sur le fait que c'est pas tant sur Giannis que les Celtics perdent de ce match. C'est quand même un Jason Tatum à 2 sur 18 au shoot, on peut pas faire pire. Ouais. Aujourd'hui, il est bien mieux, mais la défaite, ils sont malgré tout un petit peu dominés. Ça va se jouer à rien, à mon avis. Si les Celtics avaient possibilité, aujourd'hui déjà ils avaient 24 points, là ils sont 3 points, ils sont 2 points derrière. Le problème des Celtics, comme on dit, il y a eu 2 problèmes. Il y avait Tatum qui était très maladroit, hein, Tatum. Voilà. C'est pas dans ses baskets, il a vraiment. été extrêmement maladroit. Et puis l'autre problème qu'ils ont, c'est quand même Kemba Walker. Donc, c'est pas, il est limité en minutes. On espère que le timing va permettre à ce qu'au moment où viendra les playoffs, qu'il soit là, mais rien n'est moins sûr pour Giannis, bon, on le connaît. Hein. Maintenant, le problème n'est pas vraiment sur le fait que sur Giannis. Le problème est que lorsque vous avez un joueur aussi dominant dans une équipe, ben, il faut parvenir à limiter les coéquipiers. Si lui, vous ne pouvez pas le limiter, c'est pas le problème. On voyait d'ailleurs dans le temps, il y avait des matchs, le fameux match entre les Celtics et les Bulls, où Jordan avait scoré 63 points. Ça n'avait pas empêché les Celtics à l'époque de gagner ce match-là. Quand quelqu'un est dominant et quelqu'un est extrêmement dominant sur vous, il faut trouver les forces et les moyens de, même si lui, vous savez qu'il va faire son quota, il va scorer. L'idée, c'est d'attaquer un peu les coéquipiers, et c'est ce que ne sont pas parvenus à faire les Celtics dans ce match. Voilà l'une des raisons de leur défaite. Ouais. Ça a été compliqué. Mike, je reviens vers toi là sur cette première, on va dire cette première nuit à Orlando avec les Bucks de Milwaukee et Giannis Antetokounmpo. La question qui a été notamment discutée par les experts avant cette reprise, et c'était de savoir est-ce que vous êtes capable de positionner un joueur en face de Giannis pour discuter ce titre de MVP? Comment est-ce que tu réagis à cette actualité pour la discussion pour le statut de MVP? Est-ce que tu mets quelqu'un devant Giannis ou tu es certain à 200% qu'il va l'avoir, hein? Comment tu réagis, Mike?
Moi, clairement, je pense qu'il est le grand favori et je vois pas qui peut lui prendre cette place de MVP. Giannis, depuis la reprise, il est en mission. Il est clairement en mission. Comme tu l'as dit, il n'a pas pris les matchs de scrimmage à la légère. Pour lui, c'était déjà de la saison régulière. Il est à bloc et je ne vois pas qui va pouvoir l'arrêter jusqu'au final de l'Est pour l'instant. Après, j'ai foi en les Raptors, on en parlera peut-être plus tard. Mais pour l'instant, les Bucks sont vraiment l'équipe favorite et il y a rien d'autre à dire. Ils font une saison exceptionnelle. Giannis est très bien entouré aussi. S'il y avait que Giannis, ce serait plus simple, mais il y a vraiment une équipe bien construite autour de lui. Et pour revenir peut-être à ce match face à Boston, moi le gros point faible des Celtics cette saison, je trouve, c'est vraiment leur secteur intérieur. Et face à Giannis et aux frères Lopez et au secteur intérieur de Milwaukee, ils ont vraiment souffert. Et je pense que c'est ça qui pourrait être préjudiciable aux Celtics cette saison, c'est que sur les lignes extérieures, c'est vraiment très fort, malgré le fait que Kemba Walker, comme vous l'avez dit, il est en restriction. Mais malgré tout, ça reste une équipe très forte sur le secteur extérieur, mais un peu déséquilibrée par rapport au secteur intérieur. C'est les craintes que j'ai pour Boston et en tant que fan des Raptors, c'est un peu une chance, je pense, pour Toronto. Si on devait affronter les Celtics, le secteur intérieur torontois est très fort, donc je pense que pour l'instant, c'est pour ça que je mets Toronto devant aussi. Mais voilà, par rapport à Giannis, je pense qu'il n'y a pas photo. James Harden a été exceptionnel, mais son apport en défense est tellement limité par rapport à un Giannis qui fait vraiment tout que pour moi, il n'y a pas de compétition pour Giannis. Ouais, ça va être très compliqué de le bouger, Giannis, sur ce statut de favori pour le titre de MVP. Missy, on rejoint le fil rouge de cette rencontre du côté des Celtics. Les Celtics qui souffrent face aux Blazers 109 partout dans ce quatrième quart-temps. Missy, tu y crois toujours ou pour l'instant, je reviens sur les stats. Je donne les stats rapidement, Missy, sur ce fil rouge. Damien Lillard, meilleur joueur des Blazers, 30 points, 2 rebonds, 12 passes face à Jason Tatum, 31 points, 4 rebonds, 6 passes décisives dans ce fil rouge du côté de ce match qui oppose les Blazers aux Celtics de Boston, 109 partout. Missy, les Celtics qui mènent au score et qui semble-t-il sont en train, on sent qu'ils fatiguent. En tout cas, c'est l'impression que j'ai. Le problème, c'est que les Blazers n'étaient pas vraiment dans ce match, en début de match. Et quand quelqu'un n'est pas présent, vous pouvez profiter de sa faiblesse. Mais au bout d'un moment, quand il se réveille, l'histoire, c'est que quand vous avez 3 points d'avance, il faut maintenir votre avance. Alors Marcus Smart, il souffre dans ce match, Missy. Moins 8 en plus-minus, 28 minutes temps de jeu, 3 points, 5 rebonds, 4 passes, 3 interceptions, 2 comptes pourtant. Il est plutôt mobile. Il est plutôt mobile en défense, mais il n'arrive pas à impacter notamment plus le jeu de son équipe. Moins 8 en plus-minus en sortie de banc. Marcus Smart, Missy. Oui, il souffre vraiment, mais Marcus Smart, il est très bon dans le match qui était perdu par les Celtics. Face aux Bucks, là, aujourd'hui, c'est un peu plus difficile. Mais vraiment, et puis Portland a vraiment quelques facteurs X. Comme on voit, Gary Trent Jr. Qui a scoré qui a marqué au moins 5 ou 6 tirs à 3 points. Quand vous avez un joueur comme ça qui peut vous amener cet apport-là, le problème des Celtics, il est connu. Comme on a dit, c'est le secteur intérieur, mais c'est aussi en même temps le banc. Les équipes généralement qui ont le titre ont toujours le banc qui va bien avec. C'est pour ça que quand on parle de quelques favoris au titre, les Raptors ont leur place dans cette histoire parce qu'ils ont un très bon banc et ils ont surtout le fait qu'il faut avoir des joueurs polyvalents. Et ça, Boston, par moment, ils ont un peu de mal. Quand vous devez vous reposer énormément sur Jalen Brown, Kemba Walker et Jason Tatum, il vous faut trouver des solutions offensives.
Ouais. Et là maintenant, bon, les playoffs, on n'a pas de doute qu'ils vont y aller. Hein. C'est compliqué. Peut-être. En tout cas, à l'intérieur, peut-être ils seront passés par les Pacers, mais ils seront. À l'intérieur. L'idée, c'est de profiter de ces 8 matchs pour trouver vraiment des solutions. À l'intérieur, Daniel Theis qui souffre, hein, moins 11 en plus-minus, 9 points pour lui pour 2 rebonds, 3 passes, une interception, un contre. C'est clair que le pivot titulaire des Celtics ce soir souffre face au jeu des Blazers. Mais ils sont devant, les Celtics, 112 à 109 face aux Blazers. Les Blazers qui sont remontés au score, mais les Celtics peuvent encore gagner ce match. Hein. Il reste 4 minutes dans ce quatrième quart-temps. On reviendra dans ce fil rouge, hein, on suit l'actualité de ce fil rouge pour rester au jus de ces matchs qui sont en cours. On rejoint donc, reprenons avec Total Africa NBA, la semaine des Africains, avec cette nuit du 31 juillet, avec cette rencontre qui a opposé les Rockets de Houston. Les Rockets de Houston qui affrontaient les Mavs les Mavericks Dallas, mais on va rappeler tout simplement que Luc Mbah a Moute, le Camerounais, n'a pas participé à ce match, il était en did not play. On rappelle aussi que Luc Mbah a Moute, enfin on en avait déjà parlé, Luc Mbah a Moute qui est donc qui a rejoint ses coéquipiers, mais pour l'instant il n'avait pas été aligné face aux Rockets, face aux Mavs pour des mesures liées au fait qu'il fallait le ménager, hein, vu qu'il a quand même eu de la quarantaine et tout ça. Il a passé 2 tests négatifs et voilà, il n'a pas été aligné tout simplement face aux Mavs. Il a eu le Covid et puis il n'a pas vraiment fait les scrimmages avec les Rockets, donc c'est compliqué quand un joueur il faut, ça fait 1 an qu'il n'avait pas joué et puis il faut quand même qu'il ait un minimum de maîtrise sur les systèmes. Ouais. Allez, on enchaîne avec cette semaine africaine. Samedi, pour la nuit de samedi, le Heat de Miami face aux Nuggets de Denver. Belle victoire du Heat de Miami, le Heat de Miami qui reprend cette position qui va servir à emmerder ses équipes au top de la conférence Est. J'ai une pensée pour les Sixers. Excusez-moi. On va revenir sur les Sixers de Philadelphie. Le Heat de Miami qui bat donc les Nuggets de Denver 125 à 105. Mais on va surtout féliciter le beau match du joueur aux origines du Nigeria, Bam Adebayo, revenu au meilleur de sa forme. 28 minutes de temps de jeu, 22 points, plus 19 en plus-minus, 9 rebonds, 6 passes pour Bam Adebayo qui a été excellent. Et on va aussi regarder comment s'est comporté. Je cherchais notre cher joueur d'origine gabonaise, mais je ne le vois pas aligné. Il n'a pas été là. Il n'a pas été aligné. Hein. Il n'a pas été aligné. Je le vois pas dans le. Il n'a pas joué. Enfin, en tout cas, je le vois pas. Il n'a pas été aligné par le head coach du Heat. En tout cas, félicitations à Bam Adebayo, et je vais pas revenir sur la petite polémique avec Jimmy Butler qui est entré sur le parquet avec un maillot sans indication, sans nom, sans rien, et puis il a été repris par les arbitres qui l'ont demandé de porter un maillot avec quelque chose d'inscrit dessus. Et il a dit en interview, Jimmy Butler, que il va retenter sa chance. Il a envie de s'exprimer ainsi, il a envie de faire passer son maillot sans nom. Faisons réagir Mike. Jimmy Butler, on discutait justement, Mike, sur Dino Talks. On a abordé le sujet sur Dino Talks, hein, ce mouvement Black Lives Matter, cette plateforme NBA qui permet aux joueurs de s'exprimer. Et on a l'impression qu'il y a 2 poids 2 mesures avec Jimmy Butler, qui lui n'a pas le droit de porter un maillot sans nom. Pourtant, c'est sa volonté et il a envie de porter un maillot sans rien dessus. Hein. Comment est-ce que tu réagis, Mike? Ouais, j'ai vu ça. J'ai été surpris, c'est vrai. Visiblement, le maillot sans nom n'était pas dans la liste imposée par la NBA. Du coup, j'ai pas fait gaffe, mais quand il a remis un maillot, c'était son nom, du coup. C'était son nom, oui. C'était son nom, un maillot classique avec son nom. D'accord, ok, c'était assez étonnant. Pourquoi ne pas l'autoriser
car de toute façon, on a plusieurs joueurs qui s'appellent Black Lives Matter sur le terrain. Je pense pas que ce soit important pour les arbitres ils doivent connaître les joueurs, ils savent comment s'appelle chaque joueur, donc je trouve ça un peu bête, je dirais, de ne pas l'avoir. S'il voulait s'exprimer ainsi, c'est un peu bête de ne pas l'avoir laissé s'exprimer ainsi, clairement. Missy, vas-y. Mais c'est surtout la raison qu'il donne, qui est, elle, pour le coup, en phase avec tout ce combat qui est en train d'être mené, en disant, quelque part, je ne mets pas de nom, ça veut dire que je représente la majorité des gens, et c'est eu égard aussi à son histoire qui n'était rien, il était un peu comme tout le monde avant, il a eu cette chance d'entrer à la NBA. Et maintenant, il y a beaucoup avec tout ça, il y a des gens qui ne souhaitent pas mettre un genou à terre. Et puis, il y a le joueur de Orlando qui lui a dit, c'est pas par rapport à ses croyances, il n'est pas dedans. Mais bon, chacun fait ce qu'il veut. D'ailleurs, aux États-Unis, on y tient beaucoup, c'est constitutionnel, cette fameuse liberté d'expression. Et donc maintenant, il faut, si vous voulez, que la NBA puisse être cohérent avec tout ça. Ouais, c'est clair. C'est clair. Mais Jimmy Butler. On peut reprocher, surtout dans un tel mouvement comme ça, qui a l'image de la société américaine, c'est la cohérence. Parce que si vous êtes là et que vous rajoutez du problème au problème, c'est problématique. Mike, je te reviens là avec Jim Butler qui a déclaré, je traduisais ça dans la quotidienne, il a déclaré, moi je reviendrai avec mon maillot sans nom. Hein. De toutes les façons, je vais rentrer avec mon maillot sans nom, je vais le refaire. Et puis il a aussi dit, je voulais pas emmerder mes coéquipiers aujourd'hui, je voulais pas les emmerder face aux Nuggets, mais pour la prochaine, je vais retenter le coup. Comment tu réagis? Du coup, je pense que si la NBA réfléchit un peu, il va peut-être avoir gain de cause et au prochain match, ils vont rien lui dire, je pense. Hein. Ouais. Parce que comme vous l'avez dit, son message, en fait, il est porteur de sens. Il est complètement porteur de sens. Donc, c'est clair que je vois pas pourquoi il... Laissez Jimmy Butler s'exprimer, s'il vous plaît. Allez, on enchaîne. On enchaîne avec la suite du talk show. On va du côté de cette rencontre qui a opposé le Jazz d'Utah au Thunder d'Oklahoma City. Victoire du Thunder face au Jazz 110-94 et surtout une maestria de notre cher Chris Paul. Chris Paul, 18 points, 7 rebonds, 7 passes dans cette victoire du Thunder face au Jazz de Rudy Gobert. 10 points, 7 rebonds, 2 passes décisives. On va surtout regarder comment sont comportés ces joueurs d'origine africaine là-dessus. On a parlé. Il y a Georges Niang du côté du Jazz qui a eu 25 minutes de temps de jeu. Il a souffert, Georges Niang, dans ce match face à Oklahoma City avec moins 7 en plus-minus, 7 points, 1 rebond et 2 passes décisives. On va aussi penser à Emmanuel Mudiay, le Congolais, le joueur d'origine congolaise. 18 minutes de temps de jeu, il était à 2 sur 5 au tir, 5 sur 6 au lancer franc, 4 rebonds, 3 interceptions, moins 4 en plus-minus pour 9 points en sortie du banc. Il a un petit peu souffert, mais pour lui, je pense qu'en sortie du banc avec son temps de jeu, c'était plutôt pas mal pour Emmanuel Mudiay, qui est plutôt en forme et ça fait plaisir. Du côté du Thunder, on va regarder comment s'est comporté notre cher Abdelnader, l'Égyptien, qui n'a pas été... Alors, Abdelnader qui souffre du manque de temps de jeu pour l'instant. C'était déjà un problème en saison régulière et ça continue pour l'Égyptien. 3 minutes seulement pour lui. Assez pour scorer 2 points et rentrer dans le banc avec moins 3 en plus-minus. Et on va féliciter le bon match de Hamidou Diallo, le joueur new-yorkais aux origines guinéennes. 20 minutes de temps de jeu pour 9 points, plus 1 en plus-minus, 4 rebonds, une passe, une interception dans cette victoire du Thunder d'Oklahoma City face au Jazz d'Utah. Mais Chris Paul, qu'est-ce qu'il a été extraordinaire. Plus 27 en plus-minus, mesdames et messieurs, 18 points.
7 passes, 7 rebonds, 2 interceptions. Moi, je dis le Thunder, à l'image du Heat de Miami, le Thunder va énerver beaucoup de... Le Thunder va énerver leur adversaire. Mais ici, le Thunder. Voilà, gratter de la conférence ouest, c'est comme ça que moi je l'appelle. Le problème, c'est une équipe qui est parfaitement en phase avec elle-même. Un peu comme les Raptors, c'est une équipe qui joue dur, qui est sur chaque ballon. Et en les voyant, on se rend bien compte de l'opportunité qui était ratée par les Pelicans dans ce match très serré gagné par Utah. Bien souvent, vos victoires disent plus de ce que vous ne faites pas que vos défaites. Vous avez beau gagner un match, on sait aussi que souvent on dit ah ben il a gagné, il a bien joué. Non, mais c'est aussi parce que l'adversaire a un petit peu mal joué aussi que vous gagnez. Mais quand vous avez à faire face à une équipe de Thunder qui vous laisse aucun répit, avec un Dennis Schroeder un peu moins perdu que par le passé, vraiment retrouvé, qui est un joueur qui à chaque match tourne là presque à 20 points. C'est magnifique. Et puis ils ont le petit Shai Gilgeous qui est bien. Oui, ils ont surtout un meneur d'œuvre. Un meneur d'œuvre qui s'appelle Chris Paul. Extraordinaire Chris Paul. Extraordinaire sur ce match. Il a été quand même sur les JO de 2008, les JO de 2012. C'est quand même le meneur de Team USA. C'est quand même quelqu'un, même s'il n'a pas gagné de titre, il sait quand même faire des choses. Ouais. Et là où ils ont eu la chance, c'est en début d'année au moment où on se dit Westbrook parti, il va partir et ils ont accepté, il a accepté de rester auprès de ces jeunes joueurs. Et quand vous avez un meneur d'expérience et puis les jeunes sont là, et puis ils viennent de signer le petit Québécois, Lugensdorf, qui est vraiment très bon, défensivement sur l'homme et tout ça. Et donc ça va. Ça va. Mais on rejoint rapidement le fil rouge rapidement pour féliciter les Celtics qui filent vers la victoire. Et ça fait plaisir. Il reste 20 secondes. Les amis, 125 au score pour les Celtics, 122 pour les Blazers de Portland. Jason Tatum, MVP pour l'instant de ce match. 33 points, 4 rebonds, 8 passes décisives. Il reste 20 secondes à jouer, mesdames et messieurs. Faisons réagir Mike. Jason Tatum, il est à 33 points, 4 rebonds, 8 passes. Dans cette fin de match, il reste 20 secondes à jouer, 125 à 122, sauf un 3 points de Carmelo Anthony qui tente le 3 points là, sur une passe de Damian Lillard, mais elle n'est pas rentrée dedans. Il reste, voilà, ils vont demander un temps mort. Jason Tatum, les Celtics, ils vont gagner. Enfin, en tout cas, pour l'instant, ils sont sur le point de gagner. Ça fait plaisir à voir. Jason Tatum, il nous répond, il reste 6 secondes, voilà, c'est parti. On est sur la fin. Je vais faire la passe à Mike. Mike, Jason Tatum, 5 points sur le premier match. J'avais jamais pensé voir Jason Tatum avec 5 points dans un match. Jason Tatum qui répond présent. Alors c'est vrai que t'as pas les images devant les yeux, t'as pas vu comment il s'est débrouillé, mais ça fait plaisir d'entendre ça. La réponse de Jason Tatum, elle fait plaisir. 33 points, les Celtics qui nous font plaisir sur cette victoire. Mike. Moi je vais pas me réjouir parce qu'en tant que fan des Raptors, ce soir, je voulais que Boston perde, comme ça on avait encore un peu plus de marge par rapport à la... il y aura les playoffs pour ça. Bien sûr. Avec le jour au playoff, hein. C'est ce que je dis aux gens. Vas-y Mike, vas-y. On va se rencontrer bientôt dans les matchs de classement, mais non, c'est une belle réponse de Jason Tatum. Je l'avais un peu chambré sur Twitter. Il y a toujours le débat des fans de Boston qui disent qu'il est meilleur que Pascal Siakam. Sur la saison, c'est vrai, mais moi je l'avais un petit peu chambré en disant 5 points, c'est vrai que c'est une superstar, dis donc, toujours meilleur que Siakam à ce qu'on voit, en rigolant bien sûr. Mais il a raté en même temps, j'avais pas de doute sur le fait qu'il n'allait pas faire 2 matchs de suite à 5 points. C'est un excellent joueur et il l'a prouvé de nouveau ce soir. Il le mérite. Missy, il reste 6 secondes.
Il reste 6 secondes, Missy. Je vois que tes Celtics, ils sont bien là, 125 à 122, sauf 3 points tueurs de Damian Lillard ou de Anthony Carmelo. Il a déjà fait ce tir qu'il fait à plus de 8 mètres. Hein. Lillard est un spécialiste, vous avez beau être devant lui. L'idée, c'est de pas le laisser. L'idée, c'est de l'obliger à faire la passe. Et qui c'est qui vient à la bagarre? C'est encore ce fameux Marcus Smart. Voilà pourquoi on l'aime. Parce que le match a beau se dérouler, tout a beau être là, et il est à la bagarre sur chaque ballon. Et comme on dit, quand vous allez à la guerre, vous amenez ceux susceptibles de se battre jusqu'au bout, quoi. Ouais, et puis, ils peuvent avoir des regrets, Portland, parce que on sait très bien comment ça se passe. Quand vous courez après le score, vous parvenez parfois à revenir, parfois à gagner, mais vous laissez beaucoup de force et beaucoup d'énergie. Et c'est là maintenant ce qu'ils sont un peu en train de payer. Ouais, et de l'autre côté, les Spurs qui sont en train de mener la vie dure aux Grizzlies de Memphis dans ce quatrième quart-temps. Il reste 11 minutes à jouer, 85 pour les Spurs, 78 pour les Grizzlies. Qu'est-ce que tu veux dire, Missy? Après, j'enchaîne. Non, juste les Spurs, c'est des vieux de la vieille, hein. On les connaît. Ils ont véritablement, ils ont 5 titres, rendez-vous compte. Ils ont véritablement jamais eu de back-to-back. Pour autant, ils étaient là les années impaires. Hein. On a connu de la fin de 97 même des années 2000 et un peu plus tard aussi. Hein. Ouais, c'est clair. Il demeure à ce jour le trio Parker, Ginobili, Duncan. C'est le trio le plus prolifique de cette ligue. Ils ont pris leur retraite, mais d'ici qu'il y a un autre trio qui les rattrape, il va falloir un peu de temps. Ouais. Alors c'est vrai que nous suivons ce fil rouge, hein, les amis. Je vous assure que je suis accroché à ce time-out. Je suis accroché à ce time-out parce que j'ai envie de voir ce dernier tir pour voir si les Blazers de Portland vont arriver à égaliser au score pour avec ce 3 points, et ils peuvent le faire, hein, et moi j'ai pas envie qu'ils le fassent. J'aimerais bien qu'on puisse enchaîner, mais voilà, on suit le fil rouge. C'est comme ça, hein, Mike, hein, quand on suit le fil rouge de l'actu et on est parfois un petit peu débordé. C'est les inconvénients du direct, les inconvénients du direct en NBA, puisque là on enregistre, mais on suit le direct du côté de la NBA. Et alors ce tir, il va partir, full timeout des Celtics de Boston. Ça va repartir. Il reste 3 secondes. Voilà, 3 secondes à jouer. 3 secondes à jouer. 125 pour les Celtics de Boston. 124 pour les Blazers de Portland. Missy, ça va être chaud pour toi. Je pense pas que ça va être compliqué. Le suspense monte. La température monte sur le parquet là. Du côté d'Orlando. 1 point d'écart entre les deux équipes. Je pense qu'il faut... Je pense on va pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, Missy. Hein. On va pas. Missy, tu es là? Allô? Oui. J'ai dit on va pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué parce que. À 2 points, c'est ça? Ouais, ils sont à 2 points. Ils sont à 124. Les Blazers sont à 124. Les Celtics sont à 125. Full time-out pris par Brad Stevens. Maintenant, comme c'est dans un match aussi serré, vous verrez du match tous les gens qui sont mauvais au lancer franc. Ben oui, il faut vous en débarrasser dans un match comme ça. Match comme ça, vous avez que des shooters aux alentours de 80. C'est très serré. Hein, c'est... Et donc, ce qui fait que tous les... Mais là, ils vont faire faute clairement sur eux. Et puis, comme tu l'as dit, Missy, il faut mettre les meilleurs joueurs à droite. C'est-à-dire, ils vont donner le ballon à Marcus ou à Jason et puis ou à Jaylen Brown, l'un des trois. Je mise sur Jaylen Brown. Ouais, ils vont certainement se donner à Jaylen Brown qui va prendre la faute, il va aller au lancer. Le problème, c'est que l'un des joueurs les plus adroits depuis dans ce match.
Voilà, on est là. Faute, CJ McCollum qui fait la faute. Voilà, CJ McCollum qui fait la faute sur Gordon Hayward. Gordon Hayward au lancer franc. Il a mis un lancé sur 2. 126 à 124, les amis. Gordon Hayward qui donne un petit peu d'avance. Voilà, Mike, tu peux desserrer un petit peu. Mikey qui veut que les Celtics perdent. Ah, ça, c'est comme ça. Hein. C'est... Mike, à chaud, comment tu réagis? Moi, je regarde pas le match, donc je vous écoute avec beaucoup d'attention. Voilà, 2 points, 2 lancés sur 2, voilà, mis par Gordon Hayward. 127 pour les Celtics de Boston, 124 pour les Blazers de Portland. Voilà, 5, 6, 7, 3 points d'avance pour les Blazers. Les Blazers qui ont 3 secondes pour mettre un tir. Alléluia. Est-ce que vous m'entendez? Problème de connexion, apparemment. Allô, allô? Est-ce que vous m'entendez? Allez, c'est reparti les amis, petite coupure, mais on est là, on est de retour. Voilà, on vous l'annonce, en tout cas, les Celtics qui ont gagné, voilà, comme on le pensait, même si j'avais une petite crainte hein, avec ce suspense qui nous a tenu un petit peu en haleine, jusqu'à cette petite coupure sur le plan de notre connexion, enfin de ma connexion. Les Celtics qui l'ont emporté, Missy, finalement. Oui, mais ça dit juste que Portland est un peu plus discipliné dans le premier quart-temps et dans globalement dans la première moitié de ce match aurait eu ses chances. Parce que c'est beaucoup d'énergie à produire pour revenir sur quelqu'un. Les Celtics, ils ont eu le mérite de ne pas lâcher, de s'accrocher. Et ça se termine surtout avec un Jason Tatum, avec un autre visage. C'est le Jason Tatum qu'on connaissait hein, depuis le début de l'année, avec ce très beau match qu'il avait fait contre les Lakers et tout ça. On le sait capable de jouer et puis on a besoin de tous ces jeunes. C'est quand vous êtes jeune, c'est là où on doit vous voir, quoi. On doit vous voir bien jouer. C'est des joueurs qui, on le dit, doivent marcher dans les traces des joueurs qui sont encore dans cette ligue, comme Kevin Durant, comme LeBron James. Mais je pense qu'avec le temps, ça va venir. Mais quand vous êtes jeune joueur, c'est là que vous devez montrer que la franchise qui vous a choisi, elle vous a pas choisi au hasard. Voilà, on félicite les Celtics pour cette belle victoire. Je le sentais aussi, je le sentais bien venir cette victoire au vu du score, même si j'avais un petit peu peur pour ce tir à 3 points qui aurait pu gâcher les choses. Allez les amis, rejoignons le Doc One P, nous sommes en Total Africa NBA, on fait le point sur l'actualité africaine, on suit le fil rouge des matchs en cours et on n'oublie pas le petit clin d'œil par rapport à notre avis sur cette reprise du côté d'Orlando avec les matchs qui ont démarré donc globalement depuis vendredi. Donc j'étais pour revenir sur Total Africa NBA, j'étais dans la nuit de samedi avec ce match qui a opposé les Pelicans aux Clippers de Los Angeles. Belle victoire des Pelicans, en tout cas une belle revanche sur eux-mêmes hein, des Clippers. Non, tu m'as pas compris, Missy. Tu m'as pas compris. Je parle d'une revanche sur eux-mêmes, les Clippers qui ont qui ont démarré en tout cas une période de scrimmage assez douteuse et un match face aux Lakers assez bizarre et voilà les Clippers qui reprennent et qui gagnent logiquement face aux Pelicans avec un gros match du duo Kawhi Leonard et Paul George. Paul George MVP de ce match, 28 points, 3 rebonds, une passe face à Nickel Alexander, 15 points du côté des Pelicans. Mais je voulais surtout féliciter le retour de Joachim Noah, mesdames et messieurs, Joachim Noah, le français aux origines camerounaises et belge aussi. Il est belge aussi, non? Il a aussi des parents belges, non, Joachim, ou c'est Tony Parker qui a les parents belges? C'est Tony Parker qui a les parents belges, non? Et c'est la Suède, hein? C'est la Suède. Oui, c'est des origines suédoises. C'est la Suède. Sa mère a la nationalité américaine. Donc voilà. Jux, la reprise de Jux, on va la saluer avec cette victoire face au Pelican. Jux qui a été aligné, il n'a pas eu beaucoup de temps de jeu.
Il a eu 7 minutes Joachim Noah pour 4 points, moins 13 en plus-minus. Pas assez de temps pour se mettre assez en évidence. On sait où on l'attend, hein, Joachim Noah, c'est la défense, c'est le côté rugueux, c'est l'énergie hein, qu'il apporte à cette équipe des Clippers de Los Angeles. Le retour de Joachim Noah à la compétition. Mike Laviole, Mike Jux, Joachim Noah, un commentaire? Déjà, ça fait plaisir de retrouver Joachim Noah sur les parquets. C'est vrai que je crois qu'il a passé toute la saison dernière sans club, si je ne me trompe pas. Oui. Il avait une blessure aussi, hein, qui l'avait éloigné du terrain. Donc c'est un grand plaisir de le retrouver. Après, on sait que Joachim Noah, c'est pas forcément dans les stats que son impact se verra. C'est vrai, comme tu le disais, ils ont besoin de lui en défense et dans l'énergie. Je pense pas qu'il aura un gros temps de jeu, mais il a quand même une petite carte à jouer pour l'instant, vu que Montrezl Harrell n'est pas là du côté des Clippers. Donc c'est bien de le revoir sur les terrains et on ne demande qu'à continuer à le voir sur ces 8 premiers matchs de préparation. Enfin, de préparation de classement, pardon. Ouais, c'est clair. Missy, tu veux réagir sur Joachim? Sinon, on enchaîne. C'est juste bien de le revoir déjà sur un terrain. Hein. C'est quelqu'un qu'on sait, hein, qui a été défenseur de l'année. Hein. Que vous ne l'avez pas comme ça. On l'a connu extrêmement bien au Chicago Bulls aux côtés de D-Rose. Maintenant, Harrell Montrezl, il n'est pas là parce qu'il a perdu aussi sa grand-mère. Et donc, Doc Rivers a souhaité qu'il prenne le temps pour revenir. Et c'est aussi une bonne chose de dire à tous ces joueurs, on sait avant tout, vous êtes des basketteurs, mais votre santé mentale est aussi importante pour nous. C'est d'ailleurs ce qu'a dit Doc Rivers. Voilà. Ouais. Allez les amis, on enchaîne avec ces 2 derniers matchs. On va garder le meilleur pour la fin pour notre partenaire Mike sur le parquet de la radio. Mike, les Lakers face aux Raptors, on garde le meilleur de la fin pour toi. On va faire la passe au Doc Wenpi. Le Doc Wenpi qui va s'échauffer. Là, il va aligner les 3 points là sur ce match, ce merveilleux match individuellement de Joachim, mais de Joel Embiid, excusez-moi, mais collectivement qui est une déception. En tout cas, carton rouge pour notre cher Brett Brown du côté des Sixers Philadelphie qui l'a fait. Hein, il a fait son test avec Ben Simmons au poste 4. Ces trucs-là, il l'a fait. Il l'a fait. Et globalement, j'ai pas été satisfait du résultat. Les Sixers qui ont été battus sur un score de 127 à 121. TJ Warren a tiré ses cartes dans ce jeu. Il a terminé le match, excusez-moi mesdames et messieurs, 53 points, 4 rebonds, 3 passes face à un Joel Embiid des grands soirs. Je dis bien un Joel Embiid des grands soirs. Pourquoi? Parce que le Camerounais était tout simplement à 41 points, 21 rebonds, mais surtout il était à plus 21 en plus-minus. Ça vous montre l'importance de ce pivot dans cette équipe, l'importance, la domination, elle est établie sur le plan individuel, mais sur le plan collectif, les Sixers ont complètement déjoué. Moins 11 en plus-minus pour Ben Simmons et Shake Milton. Le nouveau meneur titulaire de ces Sixers était à moins 3 pour 0 points en 19 minutes de temps de jeu. Brett Brown, j'aimerais bien que tu reviennes au classique avec un Ben Simmons au poste de meneur de jeu, s'il te plaît. On va faire la passe au Doc. Le Doc NP, comment tu réagis pour cette reprise et comment tu réagis? Le Doc. Oui, je sais même pas comment tu veux que je réagisse. Ce truc. Si tu veux bien pousser une gueulante sur Brett Brown, ça m'arrangerait. On est tellement poussé, mais pas que sur lui, hein. Je sais pas trop. Après, c'est lui l'orchestre un petit peu, le chef d'orchestre plutôt. Mais tout se passait bien, hein, franchement, on va dire en 3 quarts temps. Le plan était plutôt bon parce que on avait une équipe d'épaisseur qui, en l'absence de Brogdon, Jeremy Lamb et Sabonis, était plutôt donné tout. C'est-à-dire, ça me rappelait un petit peu le match de la veille où non, c'est pas le match de la veille. Ça m'a beaucoup rappelé la première mi-temps, le premier match de Miami,
Je sais plus contre qui ils ont joué là. Les Nuggets. Oui, voilà. Lui, ça m'a un petit peu rappelé avec les absences du côté des Nuggets. Les Nuggets sont tenus, c'est toujours ça. Il y a la fougue, il y a l'engouement. La part des jeunes joueurs qui essayent, ou des deuxièmes couteaux qui essayent de se montrer. Donc, je me disais, ça va être un scénario similaire et les Sixers vont taper l'accélération, ce qu'ils ont un petit peu fait au troisième quart-temps. Ils ont même mené de 10 points à un moment donné. Et c'est le type de match qui rend les supporters fous. Après, il n'y a pas que les supporters, il y a forcément les dirigeants, il y a forcément les sympathisants et autres, parce qu'on est dans un type de match où le danger est identifié depuis le début. C'est-à-dire que TJ Warren a eu des ballons et on le savait depuis le début. Quand tu as Sabonis absent, tu as Bogdan absent, les deux premières options, parce que TJ Warren est la deuxième, troisième en même temps que Sabonis, mais ça dépend des jours, parce que c'est Bogdan qui est la première option, et que tu as Jeremy Lin qui peut sortir du banc, mettre des points. Dans les trois absents, on sait quel est le danger. Il n'y a pas d'unique option. Dipo, depuis son retour, Dipo c'est comme ci, comme ça. Donc, ce n'est pas lui le vrai danger de cette équipe. C'était TJ Warren. C'est TJ Warren comme c'était identifié. Il n'y avait même pas cherché de midi à midi. Et que tout un match, une équipe n'arrive pas à museler un joueur. C'est-à-dire que pour gagner hier, il suffisait juste de stopper TJ Warren pendant 5 minutes. Il fallait qu'un mec sorte du banc et se sacrifie, comme on dit, un défenseur type ou même un défenseur moyen, se sacrifie sur lui, c'est tout. Et quand tu vois que, à l'opposé, un arrière, comme Josh Richardson, ne fait que 4 points, 0 rebond, et une passe si je me rappelle, et défensivement ne ramène rien du tout. Quand tu penses qu'ils ont Alec Burks qui peut sortir de là, aussi aller se sacrifier, ils ont Matisse Thybulle qui peut aller se sacrifier, tu te demandes, mais qu'est-ce qui se passe dans la tête? Parce que offensivement, on ne peut rien leur reprocher, leur star a fait le boulot, et les co-leaders ont fait le boulot. Parce que Ben Simmons, on peut tout dire, mais entre 19, 13, 4, il a dépassé les plus environ 35 ou 33 en points rebond passe. Tobias Harris monte à 30 points. Joel Embiid 40-21. On ne peut pas reprocher aux stars de ne pas avoir fait leur boulot, en tout cas offensivement. Mais qu'est-ce qui se passe défensivement de prendre 127 points d'une équipe où il y a 3 leaders offensifs qui sont absents? 127 points d'une équipe où tu te dis, il n'y a pas Sabonis, il n'y a pas Bogdan, il n'y a pas l'un, et tu prends 127 points. Qu'est-ce que ça va être quand ils auront des hommes d'atomes en face d'eux? Qu'est-ce que ça va être? Parce que là, on parle de... J'aime beaucoup chez Warren et je vous ai tellement parlé de lui ici depuis qu'il est à Phoenix, parce que pour moi, il devait rester à Phoenix, mais je ne sais pas ce qui s'est passé parce que son duo avec le Booker, pour moi, ça pouvait faire un duo. Mais il s'est blessé, ils n'ont plus fait confiance. Parce qu'il est quand même sujet à blessure. Mais le voilà qui arrive chez les Pacers, on sait bien. En fait, moi, ça m'a foutu la rage. Moi, tout simplement pour 2 jours, vous savez bien que j'ai parié forcément sur les Sixers. Mais que, de l'autre côté, je me demandais, vu le plan dont on a parlé ici, surtout au niveau classement, vu le plan dont on a parlé ici, je me suis demandé quel est le projet des Sixers actuellement. Parce que actuellement, les Sixers, si ça ne bouge pas, ils vont se taper Boston au premier tour. Ils vont se taper Boston. On le sait qu'il n'y a pas d'avantage du terrain, mais tous les calculs dans cette bulle, c'est éviter au premier tour pour avancer. Parce qu'un échec au premier tour, c'est l'éclat de cette équipe. C'est l'éclat total de cette équipe. Encore un échec en finale de conférence ou d'un game set du deuxième tour face à une grosse équipe. On peut dire, bon, voilà, les 2 dernières années, on a accusé la santé de Joel Embiid à raison. Parce que c'est sa santé qui est là-dessus. Cette fois-ci, il a 100%.
et personne ne défend. Ils vont pas aller s'inquiéter contre une équipe. S'ils perdent contre les Pacers au complet, moi ça m'étonne pas. Parce que les Pacers au complet, pour moi, sont plus dangereux qu'eux. Pour moi, les Pacers au complet, c'est l'une de mes équipes favorites de cette conférence. Ils sont plus dangereux qu'eux. Parce qu'ils jouent en équipe, ils ont des gars qui sortent du banc pour faire le taf. Mais là, les Pacers manquent de joueurs et c'est ça qui me fait peur. C'est ça qui me fait vraiment peur. Je me dis, mais est-ce qu'ils vont, quel est le projet? Parce que je ne sais pas si vous voyez les Spurs se jouer là actuellement. Les Spurs n'ont rien à perdre. Hein. Les Spurs, ils jouent leur bateau. Ils ont gagné le premier. Ils mènent de 3 points à 10 secondes de la fin là. Ils sont en train de surprendre Memphis. Et c'est pour ça que Portland peut pleurer. Parce que Memphis va enregistrer une nouvelle défaite. Mais, en tout cas, c'est pas fini. Quelques secondes. Mais après, les Spurs vont aller défier les Sixers. Et vu comment la balle bouge aux Spurs depuis qu'il n'y a pas de star entre guillemets. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Encore des matchs pour rectifier. Ils sont déjà qualifiés pour les playoffs, mais je demande à cette équipe des Sixers d'éviter le top 3 là. Ils doivent éviter le top 3. Mais autant éviter le top 3, c'est bien. Mais dites-vous bien que finalement, même s'ils arrivent 5e, est-ce que vous voyez cette équipe des filles battre Miami 4 fois sur 7 matchs? Non. Je vois pas. À leur santé. Moi, je ne vois pas. Donc, j'espère juste qu'ils vont se servir de ce match parce que ça fait chaque semaine, on a l'impression de regarder la même chose. C'est pas là, c'est une redite, hein, le Doc NP. Ça fait depuis le début des scrimmages qu'on s'inquiète pour les Sixers. Mais on n'a pas de... Et même pendant la saison régulière, on s'inquiétait déjà pour eux. Ça fait depuis le début de la saison qu'on se demande. C'est le début de saison, c'est ça que je voulais dire aussi là. Ouais, non, tu as raison. Non, quel projet de jeu. Mais donc NP, pour conclusion, après Missy qui va réagir et Mike qui va réagir aussi. Disons que cette fois-ci, on l'a bien vu, Jojo est parti jouer. Il a un peu plus bousculé dans la peinture. C'est-à-dire qu'il y a eu ce petit changement qu'on attendait de lui. C'est-à-dire que quand un mec prend 21 rebonds, ça veut dire qu'il est déjà près du cercle. Ça veut dire qu'il a pris facilement 8 à 9 rebonds de plus qu'à son habitude. Quand un mec fait 3 blocs en plus, ça veut dire qu'il défend son cercle. Il est près du cercle. Et que son pourcentage aussi, dans ce pourcentage, quand tu as 65%, voilà une performance Shaquille O'Neal qu'il voulait faire. Et ça, c'est parce qu'il s'est rapproché de son cercle. Ça, c'est une première étape. Ils ne vont pas me faire ça s'ils ne défendent pas. De toute façon, en playoff, conférence Est, ils défendent. Et on va parler de l'équipe la plus défensive de la Ligue tout à l'heure. et sur leur chemin, ils auront, c'est-à-dire la garde noire avec leur leader espagnol de Toronto. La garde de la nuit, tu veux dire? Hier. Donc, c'est conférence Est, c'est défense. Hein, en pleurs. La garde de la nuit avec les Raptors. Je laisse la parole. Ouais, vous l'aurez compris, hein, dans l'intensité, dans l'intensité, la grosse gueulante du Doc NP, et on le comprend. Hein. Missy, toi aussi, on continue avec cette inquiétude avec les Sixers. Malgré un Joel Embiid qui était présent cette fois, il était bien présent, mais collectivement, ça n'a pas donné. Joel Embiid, on a toujours dit que les choses se passeraient à l'intérieur. Hein. Joel Embiid qui prend des tirs au large à 3 points, ce n'est pas son jeu. Son jeu, il est dans la peinture, dans la pénétration, et parce que quand on a commencé à vraiment aimer Joel Embiid, on a vu tous ces mouvements à la Kim Olajuwon qu'on ne voyait plus dans cette ligue. On avait l'impression d'avoir affaire à un ovni ou un peu une petite partie de la Juwon qui revenait, et puis bon,
Il a été à un moment donné dans cette histoire où il dit je veux un peu ressembler à Steph Curry, je joue un peu plus au large. Non, le jeu de Joel Embiid n'est pas là. Et ce qui pose problème dans cette équipe, c'est que comment pouvez-vous, moi je demande à Brett Brown, comment pouvez-vous tenter une expérimentation en 8 matchs sur des joueurs qui n'ont pas joué pendant 3 mois? Ouais. C'est une très bonne Vous question. devez, au bout d'un moment, vous devez quand même vivre sur les certitudes. Si on doit modifier les choses, c'est à la marge. Je veux comprendre comment on peut vouloir mettre en place un système là maintenant dans les matchs qui restent. Sachant que même si on dit que les Sixers vont y aller, mais c'est à quelle place? À quelle place? Si c'est pour que vous soyez mal classé pour disparaître au premier tour, c'est quand même ce qu'on avait vu, pas les playoffs de l'année dernière, mais ceux avant où ils avaient perdu contre les Celtics. Ils perdent en fait contre les Celtics sans jamais avoir été dominés par les Celtics. C'est surtout, comme on dit avec les Sixers, c'est une question de faire les bons choix. Or, les Sixers n'en sont pas capables. Et ce qui gagne là maintenant, tout le monde a retenu ce geste d'énervement de Milton avec Joel Embiid. Mais quand on dit comme ça, c'est ce même Milton qui a quand même marqué 14 points, 14 tirs à 3 points dans un match NBA. Donc, le problème de cette équipe qu'elle a, c'est qu'ils ne jouent pas les uns pour les autres. Chaque coéquipier, quand vous touchez un ballon, vous devez assurer les arrières de vos coéquipiers. Et les équipes qui sont le mieux classées aujourd'hui, que ce soit Est ou Ouest, c'est les équipes qui ont le mieux fait ça, qui vont continuer à faire ça jusqu'au playoff. On se rend compte de la leçon donnée hier par les Raptors aux Lakers. Mais tout en fait doit partir de votre meneur de jeu. Hier, quand on voit les Lakers, on voit ce fameux Kyle Lowry, il est complètement irrésistible. On va revenir dessus. Vas-y conclue avec Joel Embiid et les Sixers. Quant à ce qui est de Joel Embiid, j'espère que la frustration ne va pas le gagner. Il faut que les joueurs se voient entre eux pour se dire les choses. Ouais, ça va. C'est bien aussi de se parler et de franchement indexer les gens en privé, de leur dire toi, je te reproche ça va pas. Comment faisons-nous ensemble pour y remédier sans coach? Parce que le coach, il a beau être là, il va dire des choses. Mais si entre nous, on n'est pas capable de se faire les petites passes, de couvrir les arrières... La défense aussi, surtout, avec un TJ Warren qui nous met 53 pions dans la gueule. Mais on le redécouvre un peu, Warren. Parce que Warren, en fait, si vous voulez, il était parmi les meilleurs jeunes des États-Unis. C'est quelqu'un qui a toujours été scoreur. À Phoenix, il s'est un petit peu perdu. Et s'étant un petit peu perdu, il y a eu les blessures. Il n'a peut-être pas toujours fait les efforts eu égard à son talent. Moi, j'explique toujours aux gens que le talent ne disparaît pas. Si vous l'avez. À un moment donné, il se réveille. Steph Curry était un bon universitaire. Arrivé à NBA, il a cumulé des blessures. Et puis finalement, les blessures le laissant un peu tranquille. Il a pris son envol. Tout le monde a cru que mais finalement, il émergeait. Non, il n'émergeait pas. Il a toujours été bon. En tout cas, on attend mieux des Sixers pour la suite. Vas-y, faire ta conclusion, Missy. Non, moi, tu connais ma position par rapport aux Sixers. Ouais. J'ai toujours questionné le rôle de Brett Brown
je le re-questionne à nouveau. C'est tout. Mike qui a écouté on n'est pas au tribunal, Mike, mais tu l'as compris, hein, Mike, qu'on avait des choses sur le cœur, hein, contre ces Sixers Philadelphie qui ne nous satisfont pas, je sais pas ce que je vais dire, mais les Sixers qui soufflent le chaud et le froid, et ça a tendance à crisper, à émettre quelques crispations, et c'est vrai qu'on attend plus de ces Sixers, on les attend pas à ce niveau de jeu. Mike, comment est-ce que tu réagis à tout ce que tu as entendu à chaud? Moi, dans l'autre sens, je suis clairement déçu par les Sixers cette saison. Avant le début de la saison, sur le papier, pour moi, ils avaient le potentiel pour être l'une des toutes meilleures défenses de la ligue. Et finalement, ça s'avère être franchement proche de la catastrophe. Je rejoins Missy sur le fait que en fait, le problème, il est vraiment collectif. Cette équipe, elle a des individualités, mais le collectif, il n'est pas là, malheureusement. C'est vraiment ça. Pour avoir une bonne défense, il faut que les joueurs soient capables de s'aider les uns les autres, de communiquer pour les aides défensives, tout ce genre de choses. Et visiblement, ça c'est pas le cas aux Sixers. Moi, je me questionne également sur la complémentarité entre Embiid et Ben Simmons. Est-ce que va pas falloir finalement faire un choix à la fin de la saison si les Sixers se dirigent vers une sortie au premier tour ou au deuxième? On espère qu'ils passeront le premier quand même, mais on peut en douter vu ce qu'on voit pour l'instant. Après, c'est que les premiers matchs, peut-être qu'ils vont se reprendre. On ne peut pas non plus tirer des conclusions hâtives sur un premier match. Mais c'est clair, et je rejoins aussi Missy sur Joel Embiid. Joel Embiid, c'est un joueur que j'aime beaucoup par son jeu de haut panier. Moi, je suis un peu un vieux de la vieille de la NBA. J'ai commencé avec les Spurs de San Antonio et le jeu de Tim Duncan. Et voir un Joel Embiid traîner derrière la ligne à 3 points et ne pas aller se battre à l'intérieur avec ses moves et tout ça, c'est vraiment du gâchis. J'ai pas vu le dernier match, mais il a mis plus de 40 points. Je pense que comme le doc le disait, il est un peu retourné à l'intérieur. Donc ça, c'est une bonne chose. Maintenant, j'attends que ces Sixers se réveillent défensivement. Et pareil, j'ai des doutes sur Brett Brown. Pourtant, qui avait une réputation d'être l'un des gros cerveaux de la NBA en tant que coach. Mais depuis cette saison-là, c'est compliqué. Après, il y a les choix des dirigeants aussi. Pour moi, les Sixers auraient dû tout faire pour garder Jimmy Butler et pas surpayer Harris. Malheureusement, ils ont fait l'inverse. Jimmy Butler, c'était vraiment le leader peut-être qui manquait à cette équipe. Je sais pas ce que vous en pensez, vous qui suivez plus que moi Joel Embiid. J'ai un peu des doutes sur ses capacités d'être un vrai leader. Et pareil pour Ben Simmons en fait. J'ai l'impression que l'année dernière, c'est Butler qui fédérait cette équipe. Et on l'a vu contre les Raptors quand il y avait besoin de pousser des gueulantes ou de remotiver les troupes. C'est ce qu'on a dit. Vas-y, Missy, vas-y. Non, je disais juste que sur ce qu'il dit là, c'est une observation que l'on avait déjà faite. Même Bill, c'est l'observation en question. Maintenant, il leur faut un vrai leader, quelqu'un qui peut pousser beaucoup de choses. Ils n'ont pas ce leadership naturel. Et puis, la question est quand même autre, c'est celle du physique d'Al Harford. Parce que ça aussi, c'est un débat c'est une discussion à mettre en débat. Ouais, c'est clair. Lui-même a reconnu que cette saison n'était pas sa meilleure, mais il va falloir vraiment qu'on le voit si cette équipe veut aller loin. Bref, en somme, ils ont des solutions aux problèmes, mais s'ils ne mettent pas le puzzle dans le bon ordre, ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Voilà, vous l'aurez compris, hein, qu'on continue à s'inquiéter pour ces Sixers et on croise les doigts pour qu'ils nous fassent mentir pour le prochain match. Notamment, on attend une grosse équipe des Sixers pour le prochain match. Prochain match, c'est contre qui d'ailleurs? J'ai pas le calendrier devant moi là. Le doc, tu l'as regardé le prochain match des Sixers là? Je sais plus. Si vous l'avez, vous me le donnez. J'aimerais bien savoir contre qui ils joueront. Tu dis? C'est pas les Spurs. C'est les Spurs dont tu as parlé, oui. C'est les Spurs, hein? C'est ça. Le Doc One P, une petite preview. C'est notre maître des previews, le Doc One P, les Sixers.
Le doc, c'est les previews. Le doc, une dernière preview pour les Spurs face aux Spurs. Comment est-ce que tu vois ça? Comme je vous disais, ça n'a pas l'air commun de prendre les Spurs actuellement, contrairement à ce qu'on a pensé. Je ne sais pas si le match est terminé. Il est terminé. Les Spurs qui ont gagné, les Spurs qui ont battu, ils ont battu. Où est-ce qu'il est mon tableau de bord là? Les Spurs qui ont battu les Grizzlies 108-106. Le Doc ONP, Jay Morant, DeJounte Murray MVP, 21 points, 10 rebonds, 3 passes face à Jay Morant, 25 points, 9 rebonds, 9 passes. Le Doc ONP. Si vous remarquez, ça fait 2 matchs que les Spurs jouent contre des jeunes, les vieux Spurs, ou bien qui se sont rajeunis quand même les Spurs, malgré qu'il y ait quand même de l'expérience, avec des Patinis et des Bellinelli, mais DeJounte Murray revient, il prend un petit peu de poids offensif. DeRozan reste inconstant, même si au premier match contre les Kings, mais les Kings sont parmi ses victimes préférées en général. Ça fait 2 matchs qui font courir des petits jeunes. Parce que jouer contre les Kings, ça court. Les Kings, ça court beaucoup. Jouer contre Memphis, ça court. Ce sont des jeunes qui courent et les Spurs s'en sortent. C'est ce que je disais tout à l'heure. Les Sixers vont devoir courir. Parce que la balle vit énormément. On regarde les Spurs jouer. Il n'y a plus de fixation sur Lamarcus ou bien sur DeMar. Le ballon bouge. Le ballon vit. Ils ont fait l'option de tenter le coup. Même si les playoffs sont loin, mais ça fait déjà 2 fois que Memphis perd et ça fait 2 fois que les Spurs gagnent, alors que Portland a gagné qu'une fois. Les Spurs vont essayer de gratter, Sacramento aussi perdu. Donc ils vont essayer de gratter et de jouer leur chance. Et pourquoi pas, et je vais dire une équipe qui a cet espoir, parce que l'espoir renaît. Memphis perd 2 fois, les Spurs gagnent 2 fois, et tandis que Portland a gagné qu'une fois et que Sacramento a perdu. Je peux vous dire en train de faire d'ailleurs la contre Orlando. Voilà, et donc ça veut dire que du côté des hommes de Popovic, on se dit finalement pourquoi pas. Et ils vont jouer leur chance à fond contre les Sixers. Et je dis cette défense des Sixers n'aura pas un problème. Hier c'était un problème à régler. C'est-à-dire que surtout quand tu as une équipe avec ce banc, tu règles ce problème. Moi, je suis coach, je prends 1 ou 2 mecs qui se sacrifient là, je m'en fous. Même si on est en zone, il va jouer en zone flottante, il va se marier avec le mec, ils vont doubler, ils vont tout faire. Ce n'est pas James Harden qui l'avait en face hier. Même si en un jour, il peut se transformer en James Harden, mais James Harden encore, à ses côtés, il y a une autre menace qui peut arriver quand tu le prends. Donc, contre les Spurs, les Sixers auront toute une équipe en menace. Parce que Patinis peut prendre feu un jour. On a vu que DeJounte Murray peut prendre feu. Même Bellinelli peut encore prendre feu. Il y a encore 2-3 joueurs, puisque Derrick White est aussi revenu. Derrick White ce soir pour son retour, parce qu'il n'a pas joué le match de l'autre jour qu'ils ont gagné. Je pense qu'il est dans les 16 points à un moment donné quand je m'arrête. Il y a tellement de petites menaces, parce que Rudy Gay fait son rôle de leader sans abus, et je peux vous dire, les Sixers vont devoir faire gaffe. Parce qu'une nouvelle défaite, à nouveau, la 6e place, au fur et à mesure, elle commence à s'éloigner. Mais de toute façon, ils sont englués. Il faut qu'ils évitent Boston au premier tour, sinon ils vont taper Miami, ou bien peut-être même encore les Pacers. Mais les Pacers au complet, c'est un très gros problème pour eux. Quoique Miami aussi. Donc, au final, je me dis contre les Spurs, moi je vois bien un match qui va se jouer dans les 4 dernières minutes. Ouais, ça va être chaud. Missy, rapidement, après qu'on enchaîne. Juste une chose, à côté d'eux, là, il y a cette équipe d'Orlando qui était pas mal dans les scrimmages et qui paraît à nouveau très très bien là depuis le premier match qu'ils ont joué et gagné contre les Brooklyn Nets. Là, rendez-vous compte, ça fait 6 minutes dans le deuxième quart-temps et ils mènent 59 à 40. Il y a déjà 19 points sur les Kings. Ouais. Allez les amis, on enchaîne avec ce dernier match. On a gardé le meilleur pour la fin avec les Raptors de Toronto. Une belle victoire des Raptors sur les Lakers.
de Los Angeles. Et on vous l'a dit, nous avons notre consultant spécial pour les Raptors de Toronto, Mike Laviole, représentant du média Dino Talks avec nous. Mike, alors on rappelle que vous retrouvez les talk shows Dino Talks non seulement sur Radio Hall of Fame Basket, mais aussi sur la chaîne YouTube de Mike Laviole. Si vous êtes abonné sur YouTube, vous allez taper Mike Laviole, vous retrouvez les talks de Dino Talks, mais vous pouvez aussi l'écouter sur le réseau Radio Hall of Fame Basket. Mike qui enchaîne avec les émissions avant et après. Donc Mike qui fait un gros taf avec les Raptors de Toronto. Mike, comment est-ce que tu nous remets dans cette ambiance des Raptors face aux Lakers? Grosse victoire et surtout des certitudes pour ce favori, ce champion NBA. Je vais pas parler de LeBron James, je vais te laisser en parler tout seul. Vas-y Mike. Alors, on va commencer avec, justement, en parlant de LeBron James. Je vais démarrer comme j'avais démarré mon Dino Talk de retour sur le match. Les Raptors pouvaient craindre LeBron James, mais en fait, c'est LeBron James qui devait craindre Kyle Lowry hier. Kyle Lowry, il a simplement fait un match à la LeBron James. Kyle Lowry, il termine avec, j'ai plus les stats sous les yeux, mais il est à 33 points, il me semble. 14, c'est son record en carrière. Lowry, il fait 1m83. Il a pris 14 rebonds hier. Il doit faire ses habituels passages en force provoqués, dont un sur... il en a pas provoqué un sur Anthony Davis, je crois. Il est allé se sacrifier devant Anthony Davis. Il en a provoqué peut-être deux, je pense. Il en a provoqué deux au moins. Ouais, et plus un troisième sur LeBron qui a été sifflé faute défensive alors qu'il était à la limite. Il était à la limite, dans le cercle et tout. Hier, c'était vraiment le festival Kyle Lowry. On s'attendait pas forcément à ça. On sait que Kyle Lowry, il est capable d'éclairs comme ça, mais cette année, il avait quand même plus un rôle de distributeur dans cette équipe, même s'il prend feu de temps en temps, et c'est ça qui fait bien en Raptors. Qui fait du bien en Raptors, pardon. Mais par contre, ce qui a vraiment fait la différence hier, c'est la défense des Raptors. On le sait depuis la saison, c'est la grande force de cette équipe. Cette fois-ci, ils ont toujours fait des gros matchs face aux superstars adverses. Et hier, c'est vraiment Anthony Davis qui en a payé les frais, si je peux le dire comme ça. Anthony Davis qui marque que 2 tirs sur tout le match et qui a eu beaucoup de lancers francs en troisième quart-temps notamment, c'est ce qui lui permet de finir à 14 points. Mais il a été complètement éteint par la défense des Raptors. En fait, le pari qu'a pris Nurse hier, comme le disait Missy tout à l'heure en parlant de Boston, on peut, quand il y a un joueur qui score beaucoup, on peut prendre le pari de défendre sur ses coéquipiers, se dire il va mettre ses 50 points et puis même 40 ou 30 points, mais de toute façon il ne gagnera pas le match à lui tout seul. Les Raptors, ils ont pris en fait le pari inverse hier. Ils ont défendu très fort sur les deux superstars. Anthony Davis était pris à deux pratiquement à chaque fois. LeBron James a fait face à un OG Anunoby qui est vraiment très intéressant depuis la reprise et qui a retenu la leçon de son année rookie où il s'était fait un peu martyriser par LeBron pendant les playoffs. Et ils ont pris le pari de défendre fort sur les stars et de laisser les role-players un peu les punir. Ça a marché un petit peu en début de match. Kyle Kuzma a bien démarré, Dion Waiters était pas mal aussi. Mais comme souvent, on sait que les joueurs de complément, ils ont tendance à s'essouffler. Ils sont pas aussi réguliers que les stars. Et de toute façon, c'était un match très défensif avec peu d'adresse. À la mi-temps, il n'y avait aucune équipe en dessus des 40%. Je crois que les Raptors étaient à 32 et les Lakers à 38, quelque chose comme ça. Et en fait, petit à petit, au fil du match, ils ont continué à serrer sur les deux stars. Et les joueurs de complément ont petit à petit baissé de pied côté Lakers. Et côté Raptors, le 5 de départ a été très fort avec Lowry, Pascal Siakam. On va en parler peut-être plus précisément ensuite. Et bizarrement, un banc qui n'a pas répondu présent hier. La stat de fou après le match, c'est le banc des Lakers a marqué 50 points alors que celui des Raptors, je crois, il est à 12. Quelque chose comme ça à la fin du match. Très faible, oui. Très faible. En fait, hier, il n'y avait pas besoin du banc parce que le 5 de départ a vraiment assuré. OG Anunoby a marqué plus de points que LeBron James. Il finit à 23 avec 8 sur 9 au tir. Il n'a rien raté. Il fait un 3 sur 3 à 3 points. C'est vraiment la très grosse surprise depuis cette reprise OG Anunoby. On connaît ses qualités. Mais il est bon. Mais
mais en attaque, il s'est découvert, il a travaillé son dribble pendant toute la coupure et on le voit vraiment plus à l'aise dans ce dribble et en fait, ça lui apporte vraiment une dimension supplémentaire en attaque. Il est capable de pénétrer. Avant, il était très laborieux dans ses pénétrations. Et maintenant, il a ajouté cette corde à son arc et voilà, ça a fait ça a fait beaucoup de bien aux Raptors qui ont pu s'appuyer sur Laurie, qui ont pu s'appuyer sur OG Anunoby et sur un 5 de départ solide. Si vous voulez, je peux passer directement sur Pascal Siakam. Vas-y, mais je voulais juste embrayer pour t'accompagner avec cette stat. Pour moi, c'est une stat double impact, hein, c'est comme ça que je l'appelle. C'est un nom que j'ai sorti comme ça de ma tête. Je pensais à Jean-Claude Van Damme, son film de double impact. Excusez-moi, mais quand je vois cette stat, plus 27 en plus-minus pour Pascal Siakam, plus 27 pour OG Anunoby sur ce match. Ils ont la même note en plus-minus malgré la difficulté au tir de Pascal Siakam, 5 sur 17 au tir. Mais cette statistique, moi, elle me fait plaisir. Ça montre clairement ce que tu dis, hein, Mike. La défense des deux joueurs là, elle a été terrible sur les Lakers. Vas-y, Mike, tu peux enchaîner. Voilà, c'est ça. J'allais revenir sur le fait que Siakam n'a pas été très adroit. Mais il faut dire que Siakam, il a passé tout son match à défendre sur Anthony Davis et ça prend beaucoup d'énergie. Et au final, il a quand même été capable de marquer des paniers dans les moments importants, quand il fallait recreuser l'écart. Donc pour moi, c'est un match vraiment très positif de Siakam qui continue son bonhomme de chemin et sa progression. Il continue à prendre ses tirs de loin. Et il n'était pas très adroit dans les 2 premiers matchs de préparation. C'est que ça a commencé à revenir contre les Suns. Et là, hier, il est à 2 sur 4, je crois, à 3 points. Donc c'est tout ce qu'on lui demande. Moi, je suis pas fan quand il en prend trop, mais c'est lui qui nous le disait dernièrement que tout au long de la saison, il a dit qu'il a besoin de prendre ses tirs, il a besoin de prendre sa confiance dans ces tirs-là et que petit à petit, ça allait venir et que de toute façon, ses coéquipiers ont la confiance en lui, même s'il en prend 5, 6, 7. Il les travaille tellement à l'entraînement que ça finit par payer et on va le voir, je pense, au fil des années que Siakam va devenir de plus en plus une menace très très sérieuse de loin. Mais oui, franchement, un match 100% positif de Siakam qui s'est donné corps et âme en défense et qui a fait le travail en attaque. Il a un certain Kyle Kuzma dans sa poche de toute façon. On se rappelle du premier match contre les Lakers cette saison. Je me rappelle de la stat face à Kuzma, il était à 9 sur 9. De toute façon, les Raptors, ils ont un peu identifié Kuzma comme le point faible de la défense des Lakers et ils ont pas mal insisté sur lui hier. Peu importe les mismatchs, même si c'était des joueurs plus petits face à lui, ils ont bien attaqué Kuzma qui est malheureusement un très bon joueur offensivement, mais en défense ça reste quand même un handicap pour une équipe si vous n'avez pas des joueurs pour le compenser à côté. Donc un petit mot pour Ibaka aussi. Ah oui, Serge Ibaka, il a fait un petit match, ça fait longtemps, on n'était plus habitués, mais pareil, il s'est donné beaucoup en défense, comme à son habitude. En attaque, il n'a pas été beaucoup servi, il prend que 6 tirs. Au final, il a 2 sur 6, il me semble. Il n'a pas été beaucoup utilisé. Au final, c'est pas forcément un mauvais match de sa part en fait en attaque. C'est juste le flow du match qui a fait qu'il n'a pas eu les opportunités. Je pense qu'on peut voir ça comme ça. Il joue beaucoup le pick and roll avec Laurie. Laurie était tellement en feu qu'il n'avait pas forcément besoin de le servir. Il prenait les tirs lui-même. Donc moi j'ai vraiment pas d'inquiétude pour Ibaka de toute façon qui est vraiment la valeur sûre de ces Raptors cette saison. C'est vraiment en sortie de banc, il a retrouvé le banc avec le retour de Gasol, mais de toute façon il accepte son rôle. C'est vraiment le professionnel modèle. Ibaka il le dit tout le temps, moi peu importe, ce qui compte c'est que j'aide l'équipe et là hier il a encore aidé l'équipe dans son domaine en étant très important en défense, au rebond, donc il n'y a pas de souci, le scoring c'est secondaire et on sait que de toute façon dans les matchs où il aura ses petits tirs à mi-distance, ses post-up et maintenant les tirs à 3 points, c'est quelque chose sur lesquels il a vraiment beaucoup progressé cette saison. On sait qu'on est sur Ibaka de toute façon. Ouais, super. On va revenir. Je te reviens, Mike, parce que tu vas nous faire tu vas nous accorder encore une petite preview là pour le next step pour les Raptors. Je crois que c'est face au Heat de Miami. Je crois que c'est ça. Tu vas nous en parler tout à l'heure. Mais je voulais attaquer avec le Doc ONP. Le Doc, est-ce que tu es là, le Doc?
Le Doc, tu es là. Alors j'ai envie de j'ai envie de rigoler avec toi, le Doc NP. Tu sais que j'aime bien discuter de ce genre de sujet avec toi. Il s'agit de LeBron James. Alors moi j'ai écouté attentivement l'interview de LeBron James après le match. D'ailleurs Mike aussi est là, il va confirmer ce que je dis. LeBron James qui a déclaré à la fin de ce match que il faut arrêter de considérer des Raptors moins forts sans Kawhi Leonard, que ce soit avec ou sans Kawhi Leonard. Les Raptors ont ce qu'il a appelé l'ADN de champion. Et lorsqu'il a cité les joueurs les plus menaçants de cette équipe, il a commencé par qui? Pascal Siakam. Il a dit des joueurs comme Pascal Siakam et OG Anunoby, c'est des joueurs très menaçants. LeBron James qui a tout simplement qui a donné son café aux Raptors, tout simplement. Il leur a donné moi je le cache pas, ça m'a fait plaisir. Ça m'a fait plaisir de l'entendre. Le Doc NP, comment est-ce que tu réagis? Alors le point sur lequel je voulais que tu réagisses, le Doc NP, c'est ce point suivant. LeBron James, pendant la conférence, alors il était énervé, ça c'est clair, il était pas content parce qu'ils ont perdu, ça c'est vrai. Mais le point sur lequel je voulais attirer ton attention, le Doc NP, c'est que LeBron James, il dit ceci, il dit: le problème, ce n'était pas la défense. Le problème, c'est que nous n'avions pas réussi à rentrer nos tirs. Voilà. Il s'est concentré dessus. Il s'est concentré dessus sur 2 ou 3 questions. Il a insisté en disant, c'est parce que nous n'avons pas réussi nos tirs que il explique que c'est parce qu'ils n'ont pas réussi leur tir qu'ils n'ont pas pu gagner ce match. Or, lorsque vous regardez, je reviens sur Mike qui a vu le match, et lorsque moi-même je me penche sur les statistiques, notamment sur cette stat qui met en lumière l'impact d'un joueur, hein. Tu peux pas y échapper, hein. Le plus-minus, il te prend au piège, hein. Tu peux dire tout ce que tu veux, dès qu'il y a le plus-minus sur ta tête, on te coince direct. LeBron James a la plus mauvaise note de son équipe en plus-minus avec Caldwell Pope. Caldwell Pope est à moins 27. Je peux le comprendre. Caldwell Pope est à moins 27, 5 points, 1 rebond, 2 passes en 30 minutes de temps de jeu. LeBron James, 35 minutes de temps de jeu, moins 20 en plus-minus, 20 points, 10 rebonds, 5 passes. Anthony Davis, moins 17, 6 rebonds, 3 passes, une interception. Anthony Davis, c'est le meilleur défenseur des Lakers de Los Angeles. Sauf erreur de ma part, vous me corrigerez. Je sais qu'il y a l'arrière, là, j'ai oublié son prénom, ça a sauté de mon cerveau, là, tout de suite. Mais Anthony Davis, c'est le meilleur... tu disais? Tu parles de Danny Green? Non, je parlais de celui qui est pas là, j'ai oublié son seul... Quelqu'un peut m'aider? Avery Bradley, voilà, Avery Bradley. Anthony Davis, c'est le meilleur rebondeur, c'est le meilleur contreur, c'est le meilleur défenseur de cette équipe, tout simplement, Anthony Davis. LeBron James, moins 20 en plus-minus. Lorsque je vois LeBron James sortir en conférence de presse et me raconter que il n'y a pas de problème en défense, c'est parce qu'on n'a pas été bon au niveau offensif, moi j'ai un problème. Le Doc NP, comment tu réagis? Je vais commencer par la fin. Une équipe des Lakers, quand il dit qu'il n'y a pas eu les tirs ne sont pas rentrés, certes, forcément, certains compensent, c'est-à-dire que quand ils ont un problème en défense, ils marquent beaucoup, comme Houston. On voit des équipes comme Houston avec des attaques mitraillettes, il y a des défenses poreuses, ça les sauve de temps en temps. Ou il y a des équipes, quand ils ont une mauvaise attaque, ils défendent. Donc, après, d'une façon comme d'une autre, il y a des équipes qui arrivent à faire les deux et qui finissent champions, ou bien qui finissent parmi les favoris. Ce que les Lakers étaient capables de faire. Ce que les Lakers sont favoris parce que leur attaque et leur défense sont parmi les meilleurs de la ligue. Sauf que on les a vus hier incapables. Quand tu t'arrêtes à 92 points, ça veut déjà dire qu'il n'a pas de tort dans ce sens. Mais c'est parce qu'on le répète une fois de plus, pour moi, il avait en face la vraie meilleure défense de cette ligue. Tout le reste, c'est du blabla. Toronto, ça fait 6 mois, 7 mois que je le dis. C'est la vraie meilleure défense de cette ligue. Ils ont passé une année dernière sans leur meilleur défenseur. Ils l'ont toujours dit.
L'année dernière, même Kawhi était là. Ils ont dit notre meilleur défenseur, homme à homme, est blessé. C'était Anunoby. C'était pas Kawhi, c'était Anunoby. Ils le disaient eux-mêmes. Notre meilleur défenseur, homme, est blessé. Nick Nurse l'a dit à plusieurs reprises. Et là, il est de retour avec une évolution offensive. Mais Ibaka, c'est ce que je disais, la garde noire avec leur capitaine espagnol, ils font peur. Ils savent défendre en équipe. Ils savent défendre mano à mano. C'est-à-dire que pour moi, ce coach, j'ai vu des coachs dans ma vie. C'est le coach qui sait le mieux lire le basket. Moi, de la NBA, ça fait longtemps que j'ai jamais vu un coach qui sait lire le basket comme ça et qui sait l'appliquer. Et il est tombé sur les hommes qui savent l'appliquer. Ça, c'est l'alchimie qu'il faut, parce que tu peux être un très bon coach si tu n'as pas les hommes qu'il te faut. Après, il y a toujours des petites frictions. Maintenant, il est tombé sur les hommes qui savent. Il a que du poste 1, Kyle Lowry qui emmerde défensivement, à Van Vliet, qui aussi est un défenseur terrible mano à mano. Steph Curry en sait quelque chose. En passant par du 3, Anunoby, Norman Powell, tous, ce sont Ibaka, j'en parle même pas. Et le maître stratège, Marc Gasol, le maître défensif stratège, donc les Lakers avaient en face d'eux cette équipe, mais eux, ils n'ont pas pu rendre l'appareil à cette équipe qui a mis 107 points. Parce que quand une équipe telle que les Raptors, qui sont une très bonne équipe offensive, mais on l'a dit, quels sont les stats de ce match côté Raptors? Si leur danger, un de leurs deux premiers dangers, Pascal Siakam, n'arrive même pas à 16 points, je ne sais plus à combien de points il s'est arrêté, je pense que c'était 15 points. 15. Oui, si 15 points, ils ont un seul joueur qui a fait vraiment le danger et une surprise, Anunoby qui a pris le relais, comme ils savent toujours le faire. Parce que je peux vous dire, ça n'aurait pas été Anunoby. Ça aurait été Norman Powell. Quelqu'un d'autre. Ça aurait été Norman Powell. Ça aurait été, ils ont toujours la petite solution. Mais quand tu as les stars qui n'ont pas marqué énormément, à part, comme je dis, Kyle Lowry qui a fait un match de mammouth, les Lakers ont empêché cette équipe, c'est-à-dire ils n'ont pas pu empêcher cette équipe de dépasser les 100 points. Moi, je veux bien, c'est ce que je disais. Vous défendez bien sûr, nous on défend bien sûr. Les Lakers sont considérés comme la meilleure défense de la ligue parce que statistiquement, Anthony Davis, bla. Mais en face d'eux, ils ont eu la vraie meilleure défense qui n'était pas à 100. Ils ont eu tellement de blessés que ça a floué les gens. Parce que toutes leurs stars ont été blessées au moins un mois. Tous leurs 50 ans. Finalement, nous on ne voyait que quand ils seront au complet, ces mecs-là vont vous montrer que c'est eux la meilleure défense de cette ligue. Et hier, qu'est-ce qui se passe quoi? Phil, tu as largement raison. Quand tu dis, LeBron James vient de dire qu'on n'a pas rentré les tirs. Mais quelque part, il nous embrouille un petit peu. Parce que ça, on le voit. Lui qui n'a pas rentré les tirs. On n'a pas besoin. 92 points. Mais quand tu analyses le basket, il y a une raison. C'est pas que tu as été maladroit. Le mec en face a défendu, il t'a empêché. Il a contesté les tirs. Voilà, le gars a contesté. Mais de ton côté, tu n'as pas pu l'empêcher. Toi, meilleur défenseur, meilleure défense de la ligue, tu n'as pas pu les empêcher, eux, d'être en dessous de 100 points. Déjà, tu les empêches d'être en dessous de 100 points. Et surtout que c'est un match qui peut ressembler à une finale NBA. Hein. Ça, c'est un match que quand tu joues, tu genre. C'est vraiment une finale NBA. C'est vraiment une finale NBA, ça. Normalement, qui dit finale NBA, qui dit match type playoff, une équipe qui te met 107 points, déjà, ça veut dire que tu n'as pas joué en mode playoff. Parce que eux, ils t'ont joué en mode playoff. Parce que les playoffs, on le sait bien, ou les finales, c'est des matchs à moins de 100 points. C'est des matchs durs défensivement. Et donc, les Lakers n'ont pas défendu comme ils devraient le faire. Toronto, par contre, l'a fait. Maintenir une équipe comme les Lakers à 92 points, c'est là où vous vous montrez que vous savez défendre. Les Lakers n'ont pas pu, donc LeBron James a un peu joué avec les mots genre, mais tu sens qu'il y a un côté quand même pour ne pas trop donner de valeur et pour se dire que nous on peut mieux faire. En fait, c'est nous qui devons mieux faire. Mais je peux vous dire que
On peut toujours mieux faire. Mais quand ils vont rencontrer Toronto, s'ils les rencontrent en finale, ils auront cette même défense. Et je peux vous dire que les Lakers ne traverseront pas 100 points face à ces mecs-là. Ils ne traverseront pas. Ça, c'est clair et net. Ils ne traverseront pas 100 points. Et c'est rare même sur les équipes qui vont le faire. Donc, moi je tire juste une leçon de ce match. Ça confirme ce qu'on dit depuis. Ici, Toronto, là, quand Siakam dit qu'ils entrent avec confiance, la confiance du champion et qu'ils s'en foutent des autres, ces mecs-là savent qu'ils peuvent refaire le coup de l'année dernière. Ils le savent, ils ont cette confiance. Et je dis, à l'Est, les Bucks font office de favoris, mais la meilleure équipe de l'Est, c'est les Raptors de Toronto. Missy, un dernier mot, on tire sur la fin de ce talk show. Comment tu réagis? Après, j'ai une autre gueulante pour un autre coach. Juste une chose, on a toujours une fausse bonne idée que quand on attaque quelqu'un, il faut l'attaquer sur ses points faibles. Qui a utilisé cette technique d'attaquer les points forts et les points faibles au cours de ces dernières années? Cette équipe-là, elle n'est pas dans la lune. C'était les Warriors. Les Warriors ont longuement pratiqué ce jeu où ils vous attaquent sur vos points faibles et sur vos points forts. Et c'est ça que les Raptors font extrêmement bien. C'est qu'ils vous attaquent là où vous êtes le plus faible, là où vous êtes le plus fort aussi. Mais cette équipe, comme nous le disons depuis le début d'année, c'est l'équipe qui est le mieux à même de se succéder à elle-même. C'est pourquoi, et puis vous savez pourquoi ils sont tellement aussi bons. C'est qu'avec les blessés, ils ont largement passé en revue tout leur effectif. Ça veut dire que de ceux qu'on voit un peu moins dans ce match-là, des joueurs comme Terence Davis, Boucher, tous ces gens-là peuvent vous apporter. Ça veut dire que quand vous essayez de trouver des solutions aux problèmes, eux, ils ont beaucoup plus de réponses que vous. Ils ont quelque chose qu'on appelle la certitude que beaucoup d'équipes n'ont pas. Les Lakers, là où ils se sont perdus, c'est que les Raptors sont un peu comme certaines équipes des Celtics passées, c'est-à-dire qu'ils ont entrepris de ne jamais recourir à l'homme providentiel. Tout le monde doit faire les efforts. Et or, on se rend bien compte que si vous arrivez en même temps à faire les autres choses et vous parvenez à éteindre Davis et à éteindre LeBron James, si vous êtes les Raptors, vous gagnez des matchs. Et puis, c'est surtout que on glossait beaucoup dans le passé sur Kyle Lowry. On disait oui, mais Kyle Lowry, on l'a toujours attendu, on ne le voyait pas vraiment. Mais l'année du titre, cette année, il est vraiment extrêmement décisif. Parce que tout part de votre meneur de jeu. C'est quelqu'un qui doit donner le tempo, distribuer le jeu, trouver les bonnes personnes dans le timing. Et cette équipe-là, elle est comme de très nombreuses, de très bonnes équipes de jeunes. Il faut employer le terme. Ce qu'il faut pour beaucoup d'équipes, c'est ce que font bien les Raptors. Chaque joueur ne fait bien sur un terrain que ce qu'il sait faire. Ça veut dire qu'il ne s'aventure pas. Et sinon, c'est aussi grâce à leur coach Nick Nurse, la chance qu'ils ont, c'est leur capacité à prendre les bonnes décisions. Donc, tout cas de figure qui se présente à eux. Je suis là, j'ai LeBron James en face de moi, comment je joue, qu'est-ce que je fais. Et puis, j'ai toujours un coéquipier qui vient assurer mes arrières. C'est aussi les meilleures équipes sont là. D'ici que les playoffs commencent, les solutions, ils vont en trouver d'autres. Cette équipe-là, elle est, comme on le dit, c'est vraiment la meilleure équipe
c'est la meilleure. Ouais, c'est clair. Donc voilà, on est arrivé pratiquement à la fin de ce talk show. On s'est bien exprimé dans ce Total Africa NBA. Excusez-moi, je refais vite un point sur le fil rouge de cette nuit en NBA avec la victoire des Spurs, je l'ai dit, face aux Grizzlies de Memphis. Alors moi j'ai une gueulante pour les Grizzlies de Memphis. On est dans Total Africa NBA, donc on pense d'abord à ces joueurs africains qui évoluent du côté de la NBA et j'ai une petite gueulante du côté du hit coach des Grizzlies de Memphis qui n'a toujours pas aligné Gorgui Dieng avec les Grizzlies. C'est dommage, Gorgui Dieng qu'on a vu un petit peu, on avait un petit peu vu Gorgui Dieng avant la crise sanitaire sur 2 ou 3 matchs et puis rebelote, il est retourné dans l'obscurité et ça on n'est pas content de cet état de fait. On espère qu'il va pouvoir s'exprimer pendant ces 8 matchs de saison régulière, ces 7 matchs qui restent du côté des Grizzlies. En tout cas, voilà, Gorgui Dieng du côté, le joueur sénégalais qui est en did not play. Il était en did not play face aux Spurs, il aurait bien aidé pourtant dans cette défaite de peu face aux Spurs de San Antonio. On arrive à la fin de ce talk show, on n'a plus beaucoup de temps, il va falloir qu'on clôture Total Africa NBA ce talk show. On va remercier Mike Laviole depuis Toronto qui est avec nous. On va aussi lui demander son avis sur sa première. Voilà, la preview de Mike sur le hit avec les Raptors face au hit de Miami. Allez Mike, vas-y. Preview alors. Alors c'est un match qui va être très intéressant parce que en fait le hit de Miami c'est l'une des équipes qui a le plus gêné les Raptors cette saison. On se rappelle que c'est eux qui étaient venus battre les Raptors à la Scotiabank Arena pour la première fois. Les Raptors avaient enchaîné les victoires et c'est le Heat qui était venu les battre. On sait qu'ils ont en la personne de Bam Adebayo un défenseur très bon pour gêner Pascal Siakam. Il lui a fait quelques misères sur les matchs. Je crois qu'il a joué qu'un seul match contre lui parce que Siakam était absent lors du premier. Mais lors du deuxième, qui s'était fini sur un très petit score, je crois le plus petit score de la saison même, il avait été très bon sur Siakam. C'est la meilleure équipe à 3 points de la ligue. Ça va être un duel intéressant parce que je reviens un peu sur ce que vous disiez tout à l'heure par rapport au tir des Lakers qui ont shooté à 10 sur 40 à 3 points. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les Raptors, c'est la meilleure défense sur les tirs à 3 points de la ligue. Donc ça va être vraiment intéressant de voir cette défense face à la meilleure équipe à 3 points de la NBA avec des Duncan Robinson, Tyler Hero, des joueurs comme ça. Peut-être la petite chance pour les Raptors, c'est qu'on ne sait pas si Butler va jouer. Il y a eu une petite histoire aujourd'hui, il a été mis un jour en quarantaine, apparemment il aurait sauté un contrôle, il aurait sauté un test pour le coronavirus, apparemment. Donc peut-être c'est en réaction au fait qu'ils n'ont pas voulu lui laisser porter le maillot, il a dit non je fais pas le test, je sais pas. Je sais pas. C'est compliqué. Ça pourrait être peut-être une chance pour les Raptors qui ont besoin de continuer sur leur lancée pour assurer cette deuxième place. Ouais. Et je vous invite à écouter sur Radio Off la preview qu'on a fait de cette rencontre. Je pense que tu vas bientôt la poster, Philippe. Ouais, je vais la diffuser. Ouais. Une preview avec les membres de Miami FR et un membre de Raptors Belgique qui nous ont présenté un peu ce match, les enjeux de cette rencontre. Donc je vous invite à aller, pour avoir plus de détails, ça dure 15 minutes, je vous invite à aller écouter ça. Voilà. Voilà, merci Mike pour cette petite preview. Comme je vous l'ai dit, je complète et j'ajoute et je martèle. N'oubliez pas de vous connecter, on va la diffuser. Hein. Tout après ce talk show, on va diffuser cette preview de Mike sur ce match ce prochain match qui attend les Raptors face au Heat de Miami. Mike, on arrive à la fin de ce talk show. Tes impressions pour ta première sur Radio Hall of Fame Basket? C'était une très bonne première. Vraiment de très bons spécialistes, ça fait plaisir d'échanger basket avec des personnes qui s'y connaissent autant et avec plaisir je reviens pour la prochaine dès que vous faites appel à moi, je suis là. Merci infiniment Mike, c'était un plaisir de t'avoir sur le parquet de la Radio Off. Le Doc NP depuis Angers. Le Doc, tu es toujours à Bruxelles ou tu es revenu à Angers, je sais plus. Non, toujours
toujours sur Bruxelles. Ah d'accord, ok. Le doc, merci d'avoir été avec nous, c'était un plaisir. Le doc ONP, juste un petit mot pour Radio Bet Off. J'en profite pour donner l'info à Mike sur Radio Hall of Fame Basket. Nous avons aussi une autre activité pour les fans de Paris. Voilà, si vous êtes gros fan de Paris, j'en profite pour tous les auditeurs. Si vous êtes un gros fan de Paris NBA, vous pouvez rejoindre Radio Hall of Fame Basket. Plus précisément, vous pouvez rejoindre le groupe Bet Off Radio. Vous pouvez rejoindre le groupe Bet Off, voilà, Bet Off tout simplement. C'est sur WhatsApp que ça se passe et vous nous envoyez un message sur la page Facebook Oncle Phil Basket. Je vous donnerai le numéro. Je l'ai pas en tête là. Non, si je l'ai. 00237 657 61 34 30 00237 657 61 34 30 pour rejoindre le groupe secret. Le groupe secret Bet Off, on rappelle, ce groupe de spécialistes sur les paris. Le Doc ONP, les activités du Bet Off qui reprennent, le Doc? Oui, petit à petit, on essaye de reprendre. On est un petit peu méfiant au début, même si on commence à avoir quelques certitudes, surtout avec les différentes analyses qu'on a faites ici, on sait quels sont les différents enjeux. Après, les formes physiques, après ces 3-4 mois d'absence, tout le monde est quasiment au même niveau, même si certains comme Arden ont dû travailler, on l'a vu travailler vraiment d'arrache-pied, mais sinon on a déjà de quoi analyser, faire gagner, analyser, en tout cas essayer de faire gagner et partager une expérience, une belle expérience. De toute façon, déjà parier, ça oblige à regarder les matchs, parce qu'on parie pas les yeux fermés. Donc, parier, il faut savoir ce que tu paries, et si nos membres de Radio Off peuvent en profiter, tant mieux. Il y a des beaux matchs qui arrivent dans la semaine, et avec des gros enjeux, parce que déjà dès le lundi, on voit bien ce qui va se passer. On vient de parler de ce Miami-Toronto, mais il y a du Denver contre Denver qui n'a peut-être plus trop droit à l'échec contre ce Thunder surprenant qui est en train de faire peur à toute la conférence Ouest par ce jeu léché et ce jeu efficace. On a ces surprenants Pacers, peut-être encore amputés de leurs joueurs, qui auront affaire aux jeunes de Washington, qui malgré qu'ils soient pas favoris, ils secouent toutes les différentes équipes. Et le sommet peut-être les Pelicans contre les Grizzlies, cette 8e place. Donc Memphis qui est déjà dos au mur après 2 défaites, ça va se passer comment face à ces Pelicans qui veulent essayer de se rapprocher d'eux, et bien sûr les Sixers contre les Spurs. En ce lundi, dès demain, on a beaucoup de matchs à jouer, on a beaucoup de matchs possibles, donc que les gens se connectent, comme tu l'as dit, tu as donné toutes les différentes infos, qui n'hésitent pas. On va essayer de gagner ensemble. Voilà. Alors, je rappelle, si vous n'avez pas suffisamment été, si vous manque des infos, voilà, nous avons un espace spécifique Bet Off sur le site officiel de la radio qui s'appelle www.radiooff.net. Vous avez le lien sur la page d'accueil, c'est marqué Bet Off. Vous cliquez dessus, vous avez toutes les informations concernant ce groupe dédié au paris, et nous allons bien entendu rajouter dès demain l'espace dédié à Dino. On dit Dino ou Dino? On dit Dino, non? Dino Talks. Dino au pluriel et Talk. Ah voilà, Dino Talk. Voilà, Dino Talks. J'ai mis un S moi à la fin. Je mettais un S à chaque fois. Donc voilà, vous retrouverez à partir de demain l'espace spécifique pour Dino, pour ce média Dino Talk qui officie sur Radio Off Basket. Voilà, vous êtes un gros fan des Raptors, vous êtes un gros fan de Pascal Siakam, de Serge Ibaka. Connectez-vous tous les jours sur Radio Off Basket, espace Dino Talks, ou bien sur la chaîne YouTube Mike Laviole pour suivre les aventures de cette belle équipe des Raptors qui nous réserve encore de belles surprises. Merci Mike, c'était un plaisir. On va remercier Mike qui était avec nous. Merci, c'était un plaisir Mike. Merci à toi pour l'invitation, et j'espère que ce n'est que la première d'une très longue série. C'est sûr. C'est sûr. Fais-moi confiance, il n'y a pas de souci là-dessus. Mike, merci d'avoir été avec nous. Doc ONP depuis Bruxelles, merci d'avoir été avec nous. On se dit à la prochaine. Ok, très bon début de semaine à tout le monde. Et
puis à très bientôt sur le parquet, comme d'habitude. Merci le doc. Missy, depuis la région parisienne, depuis Paris, merci. C'était un plaisir. Une petite pensée avant de clôturer le show, Missy. Une petite pensée pour Sabrina Ionescu qui s'est perdue. C'était simplement la meilleure joueuse NCAA de ces dernières années avec Oregon. Elle avait fait un premier match un peu moyen, un deuxième match qui l'a fait entrer dans l'histoire à plus de 33 points. Mais sauf qu'après ces bons débuts, elle s'est finalement blessée à la cheville et doit observer un mois d'arrêt. Donc c'est une entente. Et c'est vraiment dur pour cette jeune joueuse qui était suivie par Kobe qui est décédé. C'était un peu comme son parrain dans le basket. Et par Steph Curry aussi, on espère qu'elle va se rétablir. De toute façon, ce n'est que son année de rookie. Elle a encore beaucoup d'années à passer dans cette ligue. Mais avec tout ce qui se passe, le Covid, une saison dans la bubble, une saison un peu réduite en raison de la crise sanitaire, il faut bien le dire, c'est dommage qu'elle ait un début de carrière comme ça, mais on ne doute pas qu'elle fera partie des meilleurs de cette ligue. Voilà. Merci Missy, une belle pensée pour elle. Merci, à la prochaine alors Missy. Merci d'avoir été connecté. C'était Oncle Phil Basket pour cette reprise avec Total Africa NBA. Vous restez connectés sur les parquets de la Radio Off, puisque dès les premières heures, on va enchaîner avec la quotidienne et les matchs de la nuit avec l'analyse de l'analyse de la quotidienne FM NBA. On n'oublie pas aussi le retour de Oncle Phil Basket sur le média Blabla Foot, partenariat avec le média Blabla Foot, auquel va participer d'ailleurs Mike qui sera là. Ce sera mercredi à partir de 21h en française. Voilà, si mes souvenirs sont très bons, avec l'épisode 4 de First Dance des Raptors de Toronto, une chronique que j'anime sur Blabla Foot. On aura dès mardi de Big NBA Show avec Missy et Doc NP, mercredi sur Blabla Foot et rediffusion sur Radio Hall of Fame Basket l'épisode 4 de Raptors de Toronto, jeudi NBA No Limit, vendredi Mike, tu es encore là? Dino Talk, c'est vendredi? Tu peux, Mike? Dino Talk, en fait, la grande émission, c'est pas une date fixe. D'accord. Donc, c'est vraiment selon l'actualité. Mais le prochain Dino Talk, je peux l'annoncer ici en exclusivité. Ça sera le Dino Talk numéro 15. Et du coup, comme on dit numéro 15 à Toronto, ça sera une spéciale Vince Carter. D'accord. Ben ça, c'est parfait. C'est quel jour alors? C'est une belle surprise, je sais pas encore. Mais d'accord. En tout cas, tu l'as entendu, Missy, elle est déjà tout excitée. C'est bon, c'est super. Voilà, donc on attend la date avec impatience et on diffusera ça. On sera avec toi pour s'amuser sur ce talk show avec Dino. Donc voilà, une grosse semaine chargée de NBA, vous l'aurez compris, et c'est comme ça que ça se passe sur le Radio Hall of Fame Basket. Ciao les amis, merci d'avoir été connectés. Ciao Mike, ciao Missy. Ciao. Bye bye les amis. Ciao. Voilà les amis, c'était Oncle Phil Basket sur Total Africa NBA. Restez connectés sur le parquet de Radio Off. Je vous dis à ciao, bonsoir. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio.